Le jour où ma vie bascula, il pleuvait sur les pavés de Beaulieu-sur-Marne. Cette pluie fine et glacée qui s'infiltre partout, jusque dans les recoins les plus secrets de l'âme. J'aurais dû y voir un présage. Mes doigts tremblaient en tenant l'aiguille. Non pas de froid, j'avais appris depuis longtemps à ignorer les frissons, mais d'une étrange prémonition. Dans l'atelier sombre de Madame Fournier, seul le crépitement du feu dans l'âtre rompait le silence pesant qui accompagnait toujours mon travail. Les autres couturières me regardaient à peine. Pour elles, j'étais transparente, une ombre parmi les ombres. « Élise !» La voix aigre de Madame Fournier me fit sursauter. « Laisse cette broderie et viens ici. J'ai quelque chose d'important à te dire. » Je posai délicatement l'ouvrage, un corsage de soie bleue destiné à quelques dames de la noblesse, et m'approchai de ma patronne. Madeleine Fournier était une femme sèche comme un sarment de vigne, aux yeux perçants qui semblaient peser la valeur de chaque chose, de chaque personne. Elle ne m'avait jamais témoigné de bienveillance particulière, mais elle me gardait parce que mes mains habiles valaient leur pesant d'or, même si mon nom ne valait rien. « Madame la comtesse Claire de Rosny vient de m'envoyer un message, » dit-elle en agitant un pli cacheté. « Il y aura un grand bal au château de la Pierre-Noire demain soir, en l'honneur du retour du jeune marquis Louis-Henri. » Mon cœur se serra. Les fêtes de la noblesse m'étaient aussi étrangères que les étoiles, belles à contempler de loin, mais appartenant à un monde où je n'avais pas ma place. « La comtesse souhaite que tu apportes personnellement sa robe. Tu devras rester pour, disons, observer le bon déroulement des choses. » Un sourire inquiétant étira les lèvres minces de Madame Fournier. Elle a été très précise sur ce point. Tu dois être présente, même si c'est en retrait. Cette requête étrange me glaça plus que la pluie. Claire de Rosny était réputée pour sa beauté autant que pour sa cruauté raffinée. Pourquoi voudrait-elle que moi, Élise Garel, la bâtarde sans nom ni fortune, j'assiste à une fête où se presseraient les plus grandes familles de la région? Je ne comprends pas, madame. Surely il serait plus approprié que quelqu'un d'autre. Il n'y a rien à comprendre. Elle frappa sa canne sur le sol de pierre. Tu feras ce qu'on te demande, un point c'est tout. Et tu porteras ceci. Elle me tendit une robe simple mais propre, d'un gris perle qui n'était ni trop pauvre ni trop riche. N'oublie pas ta place, petite. Tu es là pour servir, pas pour rêver. Le reste de la journée passa dans un brouillard d'inquiétude. Je terminais mes ouvrages mécaniquement, l'esprit ailleurs. Le nom de Louis-Henri d'Aubigny résonnait dans ma tête comme un carillon lointain. Je ne l'avais aperçu qu'une fois, il y a des années, lorsqu'il n'était encore qu'un adolescent. Grand, élancé avec ses yeux sombres typiques des d'Aubigny et cette prestance naturelle qui semblait couler dans ses veines comme le sang bleu dont il était si fier. Qu'était-il devenu à la cour de Versailles? Les rumeurs allaient bon train dans notre petite ville. On disait qu'il avait côtoyé le roi lui-même, qu'il avait appris les manières raffinées de la capitale, qu'il revenait changer. Mais changer comment? Et surtout, pourquoi ce retour soudain? Le soir venu, je rentrai dans la masure que je partageais avec ma tante Marguerite. L'odeur de vin aigre et de suie m'accueillit comme à l'habitude. Ma tante était affalée sur son grabat, une bouteille vide à ses pieds, marmonnant des reproches incompréhensibles à ma mère morte depuis 15 ans. « Où étais-tu, gueuse ?» grogna-t-elle en me voyant. « Encore à traîner chez ces bourgeois qui se donnent des airs ?» Je ne répondis pas. À quoi bon? Marguerite Garel était amère depuis que la mort de sa sœur l'avait obligée à recueillir le fruit du péché, comme elle se plaisait à m'appeler. Elle me reprochait d'exister, de lui coûter quelques sous, de lui rappeler que sa sœur cadette avait connu l'amour, même si c'était avec un soldat sans le sou qui était parti à la guerre sans jamais revenir. Je montais dans ma petite chambre sous les combles et contemplais la robe gris-perle posée sur mon unique chaise. Demain, j'entrerais dans un monde qui n'était pas le mien, et quelque chose me disait que rien ne serait plus jamais comme avant. La pluie continuait de tambouriner contre les carreaux, comme si le ciel pleurait déjà sur ce qui allait arriver. Dans l'obscurité grandissante, je fermais les yeux et tentais d'imaginer ce que pourrait être ma vie si j'étais né ailleurs, dans une autre condition. Mais ces rêves-là, je les avais appris depuis longtemps à les enterrer profondément. Demain viendrait bien assez tôt. Le matin du bal se leva sous un ciel de plomb, comme si les nuages eux-mêmes pressentaient le drame qui allait se jouer. Je m'éveillai avant l'aube, l'estomac noué par une angoisse,
que je ne parvenais pas à chasser. Dans la pénombre de ma chambrette, la robe gris-perle semblait me regarder, silencieuse et accusatrice. Marguerite ronflait encore, empestant le vin de la veille. Je me glissais dehors sans bruit et me dirigeais vers l'atelier de Madame Fournier. Les rues étaient désertes, seuls quelques chats errants se faufilaient entre les flaques de la nuit passée. Mes sabots claquaient sur les pavés mouillés, résonnant dans le silence matinal comme un glas funèbre. « Ah, te voilà !» Madeleine Fournier m'attendait déjà, debout devant la robe de Claire de Rosny, suspendue comme un étendard de guerre. « Regarde-moi cette merveille, soie de Lyon, dentelle de Bruges, perle véritable. Il m'a fallu 3 mois pour la terminer. » La robe était effectivement somptueuse, un bleu profond comme la nuit, rehaussé d'argent et de perles qui captaient la moindre lueur. Le décolleté était audacieux sans être vulgaire, la taille cintrée avec une précision mathématique. Chaque détail témoignait du raffinement extrême de la haute société. « Tu la porteras avec le plus grand soin », ordonna ma patronne en l'emballant dans un tissu de lin immaculé. « Et souviens-toi, tu observes, tu te tais et tu reviens me faire un rapport complet sur la réception de mon travail. » Le jour s'étirait avec une lenteur insupportable. Je tentais de me concentrer sur mes ouvrages habituels, mais mes pensées sans cesse dérivaient vers le château, vers cette soirée qui m'emplissait d'un pressentiment funeste. Pourquoi Claire de Rosny tenait-elle tant à ma présence ? Cette femme qui ne m'avait jamais accordé un regard, qui me considérait comme moins qu'un insecte, pourquoi soudain cette attention ? Vers midi, Berthe, l'une des couturières, s'approcha de moi avec un air conspirateur. C'était une femme d'âge mûr, aux joues rougeaudes et aux yeux vifs, qui semblait toujours au courant de tous les ragots de la ville. « Alors, petite Élise, on t'envoie au château ce soir » murmura-t-elle, en jetant des coups d'œil furtifs vers le bureau de Madame Fournier. « Tu sais ce qu'on raconte sur cette soirée ?» Je levai les yeux de ma broderie, intrigué malgré moi. « Non, qu'est-ce qu'on dit ? On dit que le jeune marquis revient avec des dettes énormes contractées à Versailles, que son père est ruiné et qu'il cherche désespérément une riche héritière à marier au fils. » Elle se pencha davantage. « Et Claire de Rosny, elle se voit déjà marquise. Avec sa dot et ses connexions, elle ferait un beau parti. » Ces révélations me troublèrent plus que je ne l'aurais cru. Ainsi, derrière les fastes de cette soirée se cachaient des enjeux financiers et matrimoniaux. Mais cela n'expliquait toujours pas pourquoi on souhaitait ma présence. « Il y a autre chose », continua Berthe en baissant encore la voix. « Mon cousin travaille aux écuries du château. Il dit que le vieux marquis de Daubigny ne sort plus de ses appartements depuis des semaines. Certains murmurent qu'il a perdu la raison, d'autres qu'il cache quelque chose de terrible. » Un frisson me parcourut. Les Daubigny, cette famille si fière de sa noblesse ancienne, cachait-il des secrets inavouables? Et moi, pauvre fille sans nom, j'allais pénétrer dans leur univers, témoin involontaire de leur mystère. L'après-midi touchait à sa fin quand Madame Fournier me convoqua une dernière fois. Elle me tendit la précieuse robe emballée et me regarda droit dans les yeux. « Élise, écoute-moi bien. Ce soir, tu représentes mon atelier. Ta conduite rejaillira sur ma réputation. Sois discrète, respectueuse, et surtout, » elle hésita, comme si elle allait révéler quelque chose d'important, puis se ravisa. « Surtout, ne te mêle de rien qui ne te regarde pas. » Ces paroles énigmatiques résonnèrent dans ma tête, tandis que je rentrais me préparer. Marguerite, miraculeusement sobre, me regarda revêtir la robe gris-perle avec un mélange de mépris et d'envie. « Regarde-toi donc !» cracha-t-elle. « Tu crois que te déguiser changera quelque chose à ce que tu es? Tu restes la bâtarde d'un soldat et d'une filandière. » Ces mots me blessèrent, mais je serrai les dents. Dans le petit miroir fêlé de ma chambre, je me contemplais. La robe me seyait mieux que je ne l'aurais imaginé, soulignant ma taille fine et donnant à mon teint pâle une douceur inattendue. Mes cheveux châtains, habituellement tirés en arrière, je les coiffais en un chignon simple mais élégant. Pour la première fois de ma vie, je ne me trouvais pas complètement disgracieuse. Mais à quoi bon? Ce soir, je ne serais qu'une intruse dans un monde qui me mépriserait toujours. Le soleil déclinait quand je partis vers le château. La robe de Claire,
précieusement serré contre ma poitrine. Le château de la Pierre Noire se dressait au sommet d'une colline, ses tours sombres se découpant contre le ciel rougeoyant. À mesure que je m'approchais, le bruit de la fête parvenait à mes oreilles. Musique, rire, cliquetis de verres et de sabots de chevaux. Des carrosses somptueux arrivaient par dizaines, déversant une procession de dames en toilettes éblouissantes et de gentilshommes en habits brodés d'or. Je me glissais par l'entrée de service, comme il convenait à mon rang, et demandais à voir Madame la Comtesse. Un valet hautain m'examina de la tête aux pieds avec dédain, puis me fit attendre dans un petit salon attenant aux cuisines. Par la fenêtre, j'apercevais les jardins illuminés de 1000 chandelles, transformés en un véritable conte de fées. La beauté du spectacle me coupa le souffle. « Ah, te voilà enfin !» Je me retournai. Claire de Rosny venait d'apparaître, resplendissante dans une robe de velours émeraude qui mettait en valeur sa beauté blonde et altière. Ses yeux bleus me fixaient avec une expression que je ne parvenais pas à déchiffrer. Un mélange de satisfaction et de cruauté qui me glaça. « J'espère que tu as apporté ma robe. Et toi ?» Elle me détailla longuement. « Parfait. Tu es exactement comme je t'imaginais. Viens, suis-moi. La soirée va commencer et tu as un rôle à jouer. » Un rôle à jouer. Ces mots résonnèrent sinistrement dans ma tête, tandis que je la suivais vers les appartements privés. Quelle comédie cruelle se préparait-elle à mes dépens? Les appartements privés de Claire de Rosny étaient un écrin de luxe qui me coupa le souffle. Tapisserie de soie, meubles dorés, tapis d'Orient. Tout respirait une opulence que je n'avais jamais imaginée. Mais ce qui me frappa le plus, ce fut l'expression de satisfaction cruelle qui illuminait le visage de la comtesse, tandis qu'elle refermait la porte derrière nous. « Pose la robe là !» ordonna-t-elle en désignant un fauteuil de velours. « Et maintenant, écoute-moi bien, petite couturière. » Elle s'approcha de moi avec la grâce féline d'un prédateur qui s'apprête à bondir. Ses parfums capiteux, roses et musc, m'enveloppèrent comme un voile étouffant. Ce soir marque le retour de Louis-Henri, et j'entends bien qu'il se souvienne de moi favorablement. Ses yeux bleus étincelaient d'une ambition froide. Mais pour cela, j'ai besoin d'un petit divertissement. Quelque chose qui le distrait des autres prétendantes et lui montre à quel point je peux être inventive. Mon sang se glaça. « Madame la comtesse, je ne comprends pas. » « Oh, mais tu vas comprendre. » Elle ouvrit une armoire et en sortit une robe qui me fit vaciller. Soie cramoisie brodée de fils d'or, décolleté vertigineux, traîne majestueuse, ornée de dentelles précieuses. Une robe de bal digne d'une princesse. Tu vas porter ceci. Quoi? Mais madame, c'est impossible, je ne peux pas. Tu peux et tu vas le faire. Sa voix claqua comme un fouet. Voici le plan. Tu vas enfiler cette robe, te poudrer le visage et descendre dans le grand salon comme si tu étais une invitée de marque. Tu te présenteras comme, disons, la comtesse Élise de Beaumont, récemment arrivée de Paris. L'horreur de ce qu'elle me demandait me submergea. Mais madame, c'est de la tromperie. On découvrira immédiatement que je ne suis qu'une bâtarde de rien du tout. Son rire cristallin résonna comme du verre brisé. Précisément. C'est tout l'intérêt de la plaisanterie. Imagine la tête de tous ces nobles quand ils découvriront qu'ils ont fait la révérence à une simple couturière. Je reculai, épouvanté. Je ne peux pas faire cela, c'est de l'humiliation. Pour qui? Pour toi. Elle haussa les épaules avec désinvolture. Ma chère enfant, tu n'as rien à perdre. Tu es déjà au plus bas de l'échelle sociale. Mais moi, j'aurais offert à nos invités un spectacle mémorable. Louis-Henri se souviendra de cette soirée et de celle qu'il l'aura organisée. La cruauté raffinée de son plan me laissa sans voix. J'étais un pion dans ses machinations, un jouet qu'elle comptait briser pour son seul amusement. Et si je refuse? Son sourire se fit plus glacial encore. Alors Madame Fournier perdra tous ses contrats avec les familles nobles de la région, et toi, tu perdras ton emploi. Ta tante et toi, vous pouvez dire adieu à votre petit logis. Le chantage était parfait, implacable. Marguerite et moi finirions à la rue, ou pire, à l'hospice des pauvres. Je n'avais pas le choix. Très bien, murmurai-je, la gorge serrée. Je le ferai. Excellente décision. Claire battit des mains comme une enfant devant un nouveau jouet. Maintenant, déshabille-toi. Nous avons beaucoup de travail.
Ce qui suivit fut une transformation qui tenait du cauchemar et du rêve. Claire me fit revêtir la somptueuse robe cramoisie, ajusta chaque pli avec une précision maniaque, me coiffa d'un diadème de perles et de rubis. Sous ses mains expertes, je devins méconnaissable. « Non, regarde-toi, dit-elle en me poussant devant un grand miroir vénitien. Ce que je vis me stupéfia. La jeune femme qui me faisait face était d'une beauté saisissante, parée comme une reine. La robe épousait mes formes avec une perfection troublante. Le rouge profond du tissu donnait à ma peau une pâleur nacrée, et mes yeux, soulignés de colle, brillaient d'un éclat presque fébrile. « Tu es parfaite », murmura Claire avec une satisfaction perverse. « Maintenant, récite-moi ton personnage. » Je répétais mécaniquement la leçon qu'elle m'avait inculquée. J'étais Élise de Beaumont, veuve d'un comte parisien mort récemment, venue à Beaulieu pour me refaire une santé loin de la capitale. Mon accent, naturellement plus raffiné que celui des gens du peuple grâce à mon contact quotidien avec la clientèle bourgeoise de Madame Fournier, passerait aisément. « Une dernière chose », ajouta Claire en me tendant un éventail orné de plumes d'autruche. « Quand le moment sera venu, et tu le reconnaîtras, tu avoues qui tu es vraiment. Tu dis ton vrai nom, ta vraie condition. Tu le feras avec panache, comme si tu étais fier de ta supercherie. Mais pourquoi ? Parce que l'humiliation n'atteint son paroxysme que lorsque la victime s'humilie elle-même. Son sourire était celui d'un démon. Et parce que Louis-Henri déteste par-dessus tout les faux-semblants. Quand il découvrira qu'il a été trompé, il sera furieux. Et cette fureur, je la dirigerai vers toi, pas vers moi. La perversité de son plan m'écœura, mais il était trop tard pour reculer. J'étais prise dans ses filets comme un papillon dans une toile d'araignée. « Il est temps d'y aller », annonça-t-elle en consultant une petite horloge dorée. « La première partie du bal touche à sa fin. C'est le moment parfait pour faire ton entrée. » Nous quittâmes ses appartements et nous dirigeâmes vers le grand salon. Les couloirs du château résonnaient de musique et de rire. À travers les fenêtres, j'apercevais les jardins illuminés où évoluaient des couples en grande tenue. Arrivée devant les portes du salon, Claire s'arrêta et me regarda une dernière fois. « N'oublie pas, tu es une comtesse. Comporte-toi comme telle jusqu'au moment fatidique. Et maintenant, que le spectacle commence. » Elle poussa les lourdes portes dorées et je pénétrai dans l'arène où allait se jouer ma destruction. Le grand salon était éblouissant. Centaines de chandelles, miroirs aux cadres dorés, danseurs virevoltant sur le parquet ciré. Tout concourait à créer une atmosphère de conte de fées. Mais pour moi, c'était un piège somptueux où j'allais être dévorée vivante. « Mesdames et messieurs, » annonça Claire d'une voix qui porta par-dessus la musique, « permettez-moi de vous présenter la comtesse Élise de Beaumont, fraîchement arrivée de Paris. » L'effet de ma présentation fut immédiat et saisissant. Toutes les conversations se turent d'un coup, comme si un vent glacé avait balayé le salon. Tous les regards convergèrent vers moi, et je me sentis transpercé par des centaines d'yeux curieux, évaluateurs, parfois hostiles. Mon cœur battait si fort que j'étais certaine que tout le monde pouvait l'entendre. Mes jambes tremblaient sous la soie cramoisie, mais je puisais dans mes dernières réserves de courage pour m'avancer avec la grâce que j'avais observée chez les dames de la haute société. « Mes hommages, Madame la Comtesse, » dit un gentilhomme bedonnant en s'inclinant profondément. « Votre beauté fait honneur à la capitale. » Je répondis par un sourire que j'espérais gracieux et une révérence que les années passées à observer Madame Fournier m'avaient apprise. « Monsieur est trop aimable. Votre région a des charmes que Paris n'égale point. » Les compliments pleuvaient et à ma grande stupéfaction, mon imposture semblait parfaitement réussir. Les dames m'examinaient avec cette jalousie polie qui caractérise la haute société, tandis que les messieurs rivalisaient de galanterie. Claire, non loin de moi, observait la scène avec un sourire de satisfaction qui ne présageait rien de bon. « Permettez-moi de vous présenter quelques personnalités éminentes », susurra-t-elle à mon oreille avant de m'entraîner dans un tourbillon de présentations. Le duc de Montclair, gouverneur de la province, me baisa la main avec un raffinement exquis. La baronne de Villeroy, réputée pour sa langue acérée, me complimenta sur ma toilette avec une amabilité qui me surprit. Même le vieux comte de Bressac, connu pour sa misogynie légendaire, daigna me sourire. « Vous dansez, j'espère »
demanda un jeune vicomte aux boucles poudrées. Cette valse de Lully est délicieuse, et j'aurai l'honneur... Hélas, monsieur le vicomte, intervint Claire avec un sourire énigmatique, madame la comtesse réserve ses premières danses. N'est-ce pas, chère Élise? Son regard me lançait un avertissement clair. Le moment approchait. Mon estomac se noua davantage, mais je hochai la tête avec ce que j'espérais être de la distinction. C'est alors que la foule s'écarta, et qu'il apparut. Louis-Henri d'Aubigny était encore plus impressionnant que dans mes souvenirs d'adolescente. Grand, élancé, il possédait cette prestance naturelle que seuls ont ceux nés pour commander. Ses cheveux bruns étaient poudrés selon la mode de Versailles, ses vêtements d'un goût parfait, habits de velours noir, brodés d'argent, jabots de dentelle, épée au côté, mais ce qui me frappa le plus, ce furent ses yeux, sombres, intelligents et empreints d'une mélancolie qui contrastait avec l'éclat de la fête. Il avançait vers nous avec cette nonchalance étudiée qu'on apprend à la cour, saluant ici et là d'un geste de la main ou d'un hochement de tête. À son approche, je sentis l'atmosphère changer. C'était lui, le maître de ces lieux, l'héritier d'un nom prestigieux, celui pour qui cette fête était donnée. « Maman me dit que nous avons une invitée de marque », dit-il en s'arrêtant devant notre petit groupe. Sa voix était profonde, mélodieuse, avec ce léger accent parisien qui trahissait ses années à Versailles. « Monseigneur », Claire s'inclina avec une grâce parfaite, « permettez-moi de vous présenter Madame la comtesse Élise de Beaumont, récemment arrivée de Paris. » Louis-Henri me regarda, et je me sentis rougir sous l'intensité de son examen. Il y avait dans ses yeux quelque chose d'indéfinissable, comme s'il cherchait à percer un mystère. « Madame la comtesse, » dit-il en s'inclinant, « soyez la bienvenue au château de la Pierre Noire. J'espère que votre séjour en nos terres vous sera agréable. » « Monseigneur m'honore, » répondis-je, en exécutant ma plus belle révérence. « Votre demeure est d'une beauté qui surpasse sa réputation. » Un sourire effleura ses lèvres. « Paris nous aurait-il envoyé une diplomate? Votre compliment est tourné avec un art que j'ai rarement rencontré, même à la cour. » Claire s'immisça dans la conversation avec l'adresse d'une intrigante consommée. « Madame la comtesse est veuve depuis peu. Elle cherche la paix loin de l'agitation parisienne. »« Oh, de mes condoléances, madame, » dit Louis-Henri avec une sincérité qui me toucha. « La perte d'un époux est toujours douloureuse, surtout quand on est si jeune. »« Monsieur le marquis est très aimable, » murmurai-je, ému malgré moi par sa gentillesse. « Élise a des goûts très particuliers, » reprit Claire avec un sourire que je commençais à redouter. « Elle s'intéresse aux arts, mais aussi aux métiers, plus humbles. N'est-ce pas, cher ami ?» Je sentis le piège se refermer. Le moment était venu. Autour de nous, les invités s'étaient rapprochés, attirés par la présence du maître des lieux. Nous formions maintenant un cercle compact, et je me retrouvais au centre, exposé comme un animal en cage. « Les métiers humbles », répéta Louis-Henri intrigué. « Voilà qui est original pour une dame de votre rang ?»« Oh oui !» Claire battit des mains avec un enthousiasme factice. Élise a une véritable passion pour... « Comment dites-vous déjà, ma chère ?» Son regard me transperça. C'était le signal. Le moment de l'humiliation était arrivé. Autour de nous, tous les visages s'étaient tournés vers moi, avides de ce divertissement inattendu. Je fermai les yeux un instant, rassemblant mes forces pour l'épreuve qui m'attendait. Quand je les rouvris, ce fut pour voir le visage de Louis-Henri, attentif et bienveillant. Cette bonté, même feinte, me donna le courage de parler. J'ai une grande admiration pour la couture, dis-je d'une voix qui tremblait légèrement. Un murmure parcourut l'assemblée. La couture, une comtesse qui s'intéresse à la couture, comme c'est charmant, s'exclama une dame à l'éventail emplumé. Une comtesse couturière, quelle originalité! Les rires commencèrent, d'abord discrets, puis de plus en plus audibles. Claire rayonnait de satisfaction mauvaise. Le piège était en place. Il ne restait plus qu'à porter le coup fatal. « En fait, » commençai-je, la voix de plus en plus faible. « Oui » encouragea Louis-Henri qui semblait sincèrement intéressé. « En fait, je ne suis pas... » « Continuez, madame la comtesse » insista Claire avec une fausse sollicitude. « N'ayez pas honte de vos goûts si particuliers. C'était maintenant ou jamais.
Il fallait que j'avoue, que je révèle mon imposture, que je m'humilie devant toute cette assemblée. Les mots montaient dans ma gorge comme un poison. En fait, je ne suis pas... Les mots s'étranglaient dans ma gorge, lourds comme du plomb. Autour de moi, les visages se tendaient, avides du scandale qui se préparait. Claire me fixait avec cette satisfaction cruelle qui illuminait ses traits, tandis que Louis-Henri attendait patiemment, sans se douter du drame qui allait éclater. « Je ne suis pas la comtesse de Beaumont », dis-je finalement d'une voix blanche. Un silence de mort s'abattit sur le salon. Même la musique sembla s'arrêter, comme si les musiciens eux-mêmes pressentaient l'importance de ce moment. Puis, lentement, les murmures commencèrent. Que dit-elle? Elle n'est pas comtesse? Mais alors, qui est-elle? Claire savourait chaque seconde de cette révélation. Allons, ma chère Élise, ne restez pas dans les demi-mesures. Dites-leur qui vous êtes vraiment. Je relevai la tête, puisant dans mes dernières réserves de dignité. Si je devais être humilié, au moins le serais-je avec panache. Je suis Élise Garel, fille de personne, couturière chez Madame Fournier. J'ai accepté cette mascarade sous la contrainte. L'effet fut immédiat et dévastateur. Des exclamations d'horreur s'élevèrent de toutes parts, des éventails claquèrent, des dames portèrent la main à leur cœur, des messieurs reculèrent comme si j'étais pestiféré. De couturière, elle nous a bernés. Comment a-t-elle osé? Le scandale. Le duc de Montclair, qui m'avait baisé la main quelques minutes plus tôt, me regardait avec un dégoût non dissimulé. Madame a manqué à tous ses devoirs en se faisant passer pour ce qu'elle n'est pas. C'est un affront à notre rang, renchérit la baronne de Villeroy, le visage congestionné par l'indignation. Une simple domestique qui prétend être des nôtres. Les rires commencèrent alors, d'abord nerveux, puis de plus en plus cruels. Des ricanements méprisants fusèrent de toutes parts, accompagnés de remarques acerbes qui me transperçaient comme autant de poignards. Regardez donc comme elle est rouge. Avez-vous vu ses mains, des mains de travailleuse, et dire qu'elle nous a fait la révérence? Claire rayonnait de triomphe. Son plan se déroulait à la perfection. N'est-ce pas là un divertissement charmant? Lança-t-elle à la cantonade. Notre petite couturière a joué son rôle à merveille. Je me tenais au centre de ce cercle de mépris, pétrifié par l'humiliation. Mes joues brûlaient, mes mains tremblaient, et j'avais l'impression que le sol allait se dérober sous mes pieds. Dans ma robe cramoisie, qui maintenant me paraissait être un déguisement grotesque, je me sentais plus misérable qu'une mendiante. « Sortez immédiatement !» tonna le vieux comte de Bressac. « Nous ne tolérerons pas qu'une fille de rien souille notre assemblée plus longtemps. »« Aux cuisines !» cria quelqu'un. « C'est là qu'est sa place. » Les voix se faisaient de plus en plus hostiles, de plus en plus menaçantes. J'étais cerné par une meute de loups en habits de soie, prêts à me dévorer. Mes jambes ne me portaient plus, ma vision se brouillait. J'allais m'effondrer là, devant tout le monde, achevant ainsi ma propre destruction. Et c'est alors que la voix de Louis-Henri s'éleva, claire et autoritaire, dominant le tumulte. « Silence !» Le marquis s'était avancé et se tenait maintenant à côté de moi. Son visage avait perdu toute trace de nonchalance mondaine, remplacé par une détermination qui en imposait. L'assemblée se tut instantanément, surprise par cette intervention inattendue. « Mesdames et messieurs, continua-t-il d'un ton glacial, votre comportement m'ôte l'envie de vous compter parmi mes invités. » Un murmure stupéfait parcourut la foule. Que faisait-il? Allait-il prendre ma défense? « Monseigneur, » intervint Claire, visiblement décontenancée par cette réaction imprévisible. « Cette fille nous a trompés. Elle mérite d'être châtiée pour son imposture. » Louis-Henri tourna vers elle un regard si froid que la comtesse recula d'un pas. « Et qui, madame, a orchestré cette imposture? Qui a forcé cette jeune femme à jouer une comédie qui manifestement la répugne ?» Claire pâlit. Elle n'avait pas prévu que son stratagème puisse se retourner contre elle. « Je voulais simplement divertir nos invités, » balbutia-t-elle, « en humiliant publiquement une personne sans défense ?» La voix du marquis était de plus en plus coupante, en la forçant à mentir pour mieux la faire souffrir ensuite. « Voilà votre idée du divertissement ?» Un silence pesant s'installa. Personne n'osait plus bouger, encore moins parler. Le maître des lieux venait de transformer l'accusée en accusatrice. Louis-Henri se tourna alors vers moi, et je vis dans ses yeux une compassion qui me bouleversa. « Mademoiselle Garel, voulez-vous me faire l'honneur de m'accorder cette danse ?»
Le salon entier retint son souffle. C'était impensable, inouï, révolutionnaire. Un marquis, héritier d'une des plus anciennes familles de France, invitait à danser une simple couturière devant toute la noblesse locale. « Monseigneur, murmurai-je, pétrifié, je ne peux pas, c'est impossible. » « Tout est possible, mademoiselle, quand on a le courage de ses convictions. » Il me tendit la main avec une élégance parfaite. « M'accordez-vous cette danse ?» Dans ce geste, il y avait bien plus qu'une simple politesse. C'était un défi lancé à toute l'assemblée, une révolution silencieuse, un acte de bravoure qui pouvait ruiner sa réputation, mais qui sauverait la mienne. Mes yeux se remplirent de larmes. Jamais, de toute ma vie, personne ne m'avait témoigné une telle grandeur d'âme. Lentement, avec une émotion qui me submergeait, je posai ma main dans la sienne. « J'en serai honoré, monseigneur. » Il m'entraîna vers le centre du salon, sous les regards médusés de l'assistance. L'orchestre, après un moment d'hésitation, entama une valse délicate. Et là, devant tous ces nobles qui, quelques instants plus tôt, me couvraient de mépris, le marquis Louis-Henri d'Aubigny me fit tournoyer avec une grâce qui transformait l'humiliation en triomphe. Les murmures reprirent, mais ils avaient changé de nature. Ce n'était plus du mépris, mais de la stupéfaction, de l'incompréhension, et peut-être chez certains une forme de respect craintif pour l'audace de leur hôte. « N'ayez pas peur », murmura Louis-Henri, tandis que nous évoluions sur le parquet. « Dansez comme si vous étiez né pour cela. Ce soir, vous êtes sous ma protection. » Et pour la première fois de ma vie, dans les bras de cet homme qui avait eu le courage de défier les conventions pour me rendre ma dignité, je me sentis vraiment noble. La valse se poursuivait dans un silence irréel. Seule la musique emplissait le grand salon, accompagnant notre danse qui ressemblait plus à un rêve qu'à la réalité. Louis-Henri me guidait avec une délicatesse infinie, compensant mes maladresses par sa propre grâce. Sous ses mains expertes, même moi, simple couturière qui n'avait jamais appris les pas de la haute société, je paraissais évoluer avec élégance. « Vous dansez merveilleusement, » murmura-t-il, et dans sa voix perçait une sincérité qui me troubla. « Monseigneur me flatte, » répondis-je à voix basse, encore sous le choc de ce qui venait de se passer. « Je ne suis qu'une apprentie maladroite guidée par un maître. » Un sourire effleura ses lèvres. « Détrompez-vous. J'ai dansé avec les plus grandes dames de Versailles et aucune n'avait cette grâce naturelle qui est vôtre. Elle ne s'apprend pas dans les salons, elle vient du cœur. » Autour de nous, l'assistance demeurait figée dans une stupéfaction qui confinait à l'incrédulité. Claire de Rosny en particulier affichait une expression de rage froide qui ne présageait rien de bon. Son plan s'était retourné contre elle de la façon la plus spectaculaire qui soit. « Pourquoi ?» osai-je demander tandis que nous tournoyions. « Pourquoi avoir pris ma défense? Vous risquez de ternir votre réputation pour une personne de mon rang. » Louis-Henri me regarda droit dans les yeux, et j'y lus une profondeur qui me chavira. Parce que j'ai appris à Versailles que la vraie noblesse ne réside pas dans le sang, mais dans les actes. Ce soir, mademoiselle Garel, vous avez fait preuve de plus de courage que tous ces gens réunis. Du courage? Mais j'ai menti, j'ai trompé vos invités, sous la contrainte. Et quand le moment est venu de dire la vérité, vous l'avez fait avec une dignité que beaucoup de ces soi-disant nobles n'auraient pas eue. Sa voix se durcit légèrement. Ce qui s'est passé ce soir est indigne. Jamais je n'aurais cru que mes invités puissent se montrer si cruels envers une femme sans défense. La musique s'achevait. Notre danse touchait à sa fin, et avec elle, ce moment magique où j'avais pu me sentir l'égal de n'importe quelle dame de la haute société. Louis-Henri me ramena au centre du salon, où l'assemblée nous attendait dans un silence de cathédrale. « Mesdames et messieurs, » déclara-t-il d'une voix qui portait dans tout le salon, « j'ai l'honneur de vous présenter mademoiselle Élise Garel, dont le talent et l'honnêteté forcent mon admiration. » Il se tourna vers moi et s'inclina profondément. « Mademoiselle, je vous remercie pour cette danse. Elle restera gravée dans ma mémoire. » Puis, se redressant, il ajouta d'un ton qui ne souffrait aucune réplique, « Maintenant, je prie ceux qui ne peuvent accepter mes choix de bien vouloir quitter ma demeure. Les autres sont invités à poursuivre cette soirée dans un esprit plus charitable. » Le message était clair. Soit on acceptait sa décision, soit on partait. Un à un,
Les invités commencèrent à reprendre leur conversation, mais l'atmosphère avait changé du tout au tout. Plus personne n'osait me regarder avec mépris ouvert, et certains même m'adressaient des sourires crispés qui trahissaient leur embarras. Claire de Rosny s'approcha, le visage livide de fureur contenue. « Monseigneur, dit-elle d'une voix où perçait à peine sa colère, j'espère que vous ne regretterez pas cette générosité d'âme. » La seule chose que je regrette, madame, répliqua Louis-Henri avec un calme glacial, c'est de découvrir si tard la vraie nature de certaines personnes que je croyais connaître. La comtesse encaissa le coup sans broncher, mais je vis ses poings se crisper. Elle me lança un regard chargé de haine pure avant de s'éloigner, sans doute pour fomenter quelques nouvelles machinations. « Ne vous inquiétez pas pour elle, » me dit Louis-Henri en suivant mon regard. Claire de Rosny est habituée à ce que tout tourne autour de sa volonté. Ce soir, elle a appris que ce n'était pas toujours le cas. Monseigneur, je ne sais comment vous remercier. Ce que vous avez fait n'était que justice. Il me prit doucement la main. Maintenant, puis-je vous raccompagner? Cette soirée a été suffisamment éprouvante pour vous. J'acceptai avec reconnaissance. Nous quittâmes le salon sous les regards curieux et les chuchotements, mais je n'en avais plus cure. Le marquis Louis-Henri d'Aubigny m'avait rendu ma dignité, et rien ne pourrait jamais effacer ce moment. Dans les couloirs du château, loin du tumulte de la fête, nous marchions en silence. L'émotion de la soirée commençait à retomber, et je prenais conscience de ce qui venait de se passer. Un homme de son rang avait risqué sa réputation pour me défendre. « Pourquoi? Puis-je vous poser une question, monseigneur ?» demandai-je tandis que nous approchions de la sortie. « Bien sûr. Que vous a appris Versailles pour que vous ayez une vision si différente de la noblesse ?» Louis-Henri s'arrêta et me regarda avec gravité. « J'y ai vu la vraie misère, celle qui se cache derrière les dorures. J'y ai côtoyé des ducs qui étaient des lâches, des marquis qui étaient des menteurs, des comtesses qui étaient des harpies. Et j'y ai aussi rencontré des serviteurs qui avaient plus d'honneur que leur maître. » Il soupira. « Versailles m'a ouvert les yeux sur ce que peut être la vraie valeur d'un être humain. » Nous étions arrivés devant une petite porte qui donnait sur les jardins. Louis-Henri l'ouvrit et nous sortîmes dans la nuit fraîche. La lune éclairait faiblement les parterres, créant une atmosphère presque irréelle. « Mademoiselle Garel, dit-il soudain, accepteriez-vous de revenir au château? Comment cela? Ma mère cherche une couturière de confiance pour ses appartements privés, quelqu'un de discret, de talentueux et surtout d'honnête. Après ce soir, je sais que vous possédez ces trois qualités. » Cette proposition me laissa sans voix. Après l'humiliation que je venais de subir, on m'offrait une promotion. Mais monseigneur, après ce qui s'est passé, les autres domestiques... Nop, vous ne seriez pas une simple domestique, mais la couturière personnelle de ma mère. Un poste de confiance qui vous mettrait à l'abri des mesquineries. J'hésitais. D'un côté, c'était une opportunité inespérée d'améliorer ma condition. De l'autre, je craignais les représailles et les jalousies que ne manquerait pas de susciter ma nomination. « Réfléchissez-y », ajouta Louis-Henri, en voyant mon trouble. « Vous n'êtes pas obligé de me répondre ce soir. Mais sachez que cette offre est sincère. Nous étions arrivés à l'orée du parc. Un carrosse m'attendait pour me ramener en ville. Louis-Henri m'aida à y monter avec la même courtoisie qu'il aurait témoigné à une grande dame. « Bonne nuit, mademoiselle Garel », dit-il en refermant la portière. « Et merci pour cette soirée. Malgré les circonstances, elle m'aura permis de faire une rencontre exceptionnelle. » Tandis que le carrosse s'ébranlait dans la nuit, je regardais par la fenêtre le château qui s'éloignait. Dans quelques heures, le soleil se lèverait sur une nouvelle journée, et ma vie ne serait plus jamais la même. Le carrosse me déposa devant notre masure, alors que les premières lueurs de l'aube pointaient à l'horizon. La nuit avait été si irréelle que j'avais l'impression de sortir d'un rêve. Pourtant, la robe cramoisie que je portais encore témoignait de la vérité de ce qui s'était passé. Marguerite m'attendait, affalée sur son grabat, mais cette fois parfaitement sobre. Ses petits yeux porcins me scrutèrent avec une curiosité malsaine. « Alors, la bâtarde, comment s'est passée ta soirée chez les nobles ?» Je ne répondis pas immédiatement.
Comment lui expliquer l'humiliation, la cruauté, mais aussi cette danse miraculeuse qui avait tout changé? Comment lui faire comprendre que j'avais touché, l'espace d'un instant, à quelque chose qui ressemblait au bonheur? Il s'est passé des choses, dis-je finalement, en retirant délicatement la robe somptueuse. Des choses? Elle ricana. Je parie qu'ils t'ont remise à ta place, ces gens-là. Les nobles n'aiment pas qu'on se mêle de leurs affaires. Dans un sens, elle n'avait pas tort, mais elle ne pouvait pas deviner le geste extraordinaire de Louis-Henri, ce moment où un homme de son rang avait choisi de me traiter comme une égale. « Va donc te coucher », grogna-t-elle en se retournant vers le mur. « Et demain, tu reprends ton travail chez la Fournier. Assez rêvé !» Je montai dans ma chambrette, suspendis soigneusement la robe et me glissai dans mon lit. Mais le sommeil me fuyait. Les événements de la soirée défilaient dans ma tête comme un kaléidoscope, les rires cruels, les regards méprisants, puis cette main tendue, cette danse, ces mots d'encouragement et cette proposition. Devenir la couturière personnelle de la marquise Douairière, quitter l'atelier de Madame Fournier pour les appartements privés du château. C'était tentant, mais aussi terrifiant. Que penseraient les autres domestiques? Comment réagiraient les nobles après le scandale de la veille? Le matin arriva sans que j'aie fermé l'œil. Je me préparais mécaniquement et me dirigeais vers l'atelier de Madame Fournier, redoutant l'accueil qui m'y attendrait. Mes craintes étaient fondées. Dès que je poussai la porte, toutes les conversations cessèrent. Les autres couturières me regardaient avec un mélange de curiosité morbide et de réprobation. Berthe, celle qui m'avait parlé la veille des rumeurs sur le château, s'approcha de moi avec un air gourmand. « Alors, Élise, raconte-nous, on dit que tu as fait sensation au château. » Avant que je puisse répondre, Madame Fournier apparut, le visage plus sévère que jamais. « Élise, dans mon bureau immédiatement !» Je la suivis, le cœur battant. Elle referma la porte derrière nous et me toisa avec une expression que je n'arrivais pas à déchiffrer. « Assois-toi !» ordonna-t-elle. J'ai reçu ce matin une visite très intéressante. Elle me tendit une lettre portant le sceau des d'Aubigny. Mes mains tremblaient en la prenant. « Lis », dit-elle sèchement. La lettre était de la marquise Douairière elle-même. En quelques lignes élégantes, elle m'informait qu'elle souhaitait m'engager comme couturière personnelle, avec des appointements substantiellement supérieurs à ceux que je percevais actuellement. Elle précisait que je devais me présenter au château dès que possible pour discuter des modalités. « Eh bien ?» demanda Madame Fournier quand j'eus terminé ma lecture. « Je ne sais que dire. Moi, je sais ce que je pense. » Sa voix claqua comme un fouet. « Tu as manigancé quelque chose hier soir. Comment expliquer autrement qu'une simple couturière reçoive soudain une proposition pareille? Madame, je vous jure que... » Sourdée, qu'est-ce qui s'est vraiment passé au château? Elle se pencha vers moi, les yeux brillants de suspicion. Les rumeurs qui circulent déjà en ville sont troublantes. Mon sang se glaça. Déjà? Les rumeurs couraient déjà? Que dit-on? On dit que tu t'es fait passer pour une comtesse, que le jeune marquis t'a fait danser, que Claire de Rosny était furieuse. Elle me scruta attentivement. Est-ce vrai? Je ne pouvais pas mentir. Les faits étaient trop publics, trop nombreux témoins les avaient vus. Je lui racontais donc tout, le piège de Claire, l'humiliation, puis l'intervention miraculeuse de Louis-Henri. Madame Fournier m'écouta en silence, son expression passant de la colère à l'incrédulité, puis à quelque chose qui ressemblait à du respect craintif. Le marquis t'a fait danser, publiquement, devant toute la noblesse? Oui, madame. Et maintenant sa mère t'offre un poste? Elle se tut un long moment, réfléchissant aux implications. Élise, tu te rends compte de ce que cela signifie? Je crois, cela signifie que ta vie va changer du tout au tout. Mais attention, son ton se fit plus grave. Cela signifie aussi que tu vas te faire des ennemis. Claire de Rosny n'est pas femme à oublier une humiliation. Et les autres domestiques du château ne verront pas d'un bon œil ta promotion soudaine. Ces paroles confirmaient mes propres craintes. Accepter cette proposition, c'était m'exposer à 1000 dangers. Que me conseillez-vous? Madame Fournier soupira. Si j'étais une femme sage, je te dirais de refuser, de rester ici, dans ta condition modeste mais sûre.
Elle me regarda droit dans les yeux. « Mais si j'étais une femme ambitieuse, je te dirais de saisir cette chance, car c'est une chance unique, Élise. Une chance que des filles comme nous n'ont qu'une fois dans leur vie. Et vous, qu'est-ce que vous feriez ?» Un sourire amer étira ses lèvres. « Moi, j'accepterais, car j'ai toujours regretté les occasions que je n'ai pas saisies. » Elle se dirigea vers la fenêtre et regarda dans la direction du château. « Va-y, Élise, va voir ce que la vie a à t'offrir, et si cela tourne mal, eh bien, tu auras au moins essayé. » L'après-midi même, je me présentai aux grilles du château. Cette fois, c'était différent. Je n'étais plus l'intruse honteuse de la veille, mais une personne attendue. Le portier me salua respectueusement et me dirigea vers les appartements de la marquise Douairière. Isabelle d'Aubigny était une femme d'une 60aine d'années, encore belle malgré son grand âge. Ses cheveux blancs étaient coiffés avec un art consommé, et ses yeux noirs, semblables à ceux de son fils, brillaient d'intelligence. Elle me reçut dans un petit salon élégamment meublé, offrant une atmosphère plus intime que les grands salons d'apparat. « Ainsi, vous êtes mademoiselle Garel, » dit-elle en m'examinant attentivement. « Mon fils m'a beaucoup parlé de vous. »« Madame la marquise, » balbutiai-je en exécutant ma plus belle révérence. « Asseyez-vous, mon enfant. Nous avons à parler. » Son ton était aimable, mais ferme. « Je vais être franche avec vous. Ce qui s'est passé hier soir a fait grand bruit. Engager la jeune femme que mon fils a fait danser pourrait passer pour une fantaisie, voire un caprice. » Mon cœur se serra. Allait-elle retirer son offre? Cependant, continua-t-elle, Louis-Henri m'a expliqué les circonstances exactes de cette soirée, et j'ai moi-même eu l'occasion d'examiner quelques-uns de vos ouvrages chez Madame Fournier. Votre talent est indéniable. Elle se leva et se dirigea vers une commode où étaient disposés plusieurs échantillons de tissus précieux. Voici ce que je vous propose. Une période d'essai d'1 mois. Vous travaillerez exclusivement pour moi dans mes appartements privés. Si votre travail me satisfait et si vous supportez les difficultés que ne manquera pas de susciter votre nouveau statut, alors nous rendrons l'arrangement permanent. J'accepte, dis-je sans hésiter. Pour la première fois depuis longtemps, un sourire sincère illumina son visage. Parfait, vous commencerez demain. Et, Élise, elle me regarda avec bienveillance. N'ayez pas peur, dans cette maison, vous aurez ma protection. En sortant du château, je croisai Louis-Henri dans la cour d'honneur. Il montait un magnifique cheval noir et portait une tenue de chasse élégante. En me voyant, il s'arrêta et descendit de sa monture. « Mademoiselle Garel, j'espère que l'entretien avec ma mère s'est bien passé. »« Très bien, monseigneur, je commence demain. »« Parfait. » Il parut sincèrement heureux. « J'espère que vous vous plairez parmi nous, et n'hésitez pas à me faire savoir si certaines personnes vous causent des difficultés. » Son regard se fit plus intense, et je compris qu'il faisait allusion à Claire de Rosny et à ses possibles représailles. « Monseigneur est très bon, » murmurai-je. « Non, mademoiselle, je suis simplement juste. » Il remonta en selle. « À bientôt. » Je le regardais s'éloigner au galop, et une pensée troublante me traversa l'esprit. Et si cette bienveillance cachait autre chose? Et si Louis-Henri avait des motivations que j'étais trop naïve pour comprendre? Mais peu importait. Ma décision était prise. Demain commencerait une nouvelle vie, avec ses promesses et ses dangers. Mon premier jour au château commença avant l'aube. J'avais passé une nuit blanche, oscillant entre l'excitation et l'angoisse. Marguerite m'avait regardé partir avec un mélange de jalousie et d'inquiétude, marronnant que rien de bon ne sort jamais de ces histoires avec les nobles. Les appartements privés de la marquise Douairière se trouvaient dans l'aile est du château, loin de l'agitation des salons principaux. Un domestique en livrée m'y conduisit à travers des couloirs ornés de tapisseries anciennes et de portraits de famille. L'atmosphère y était plus feutrée, plus intime que dans les parties d'apparat. « Ah, mademoiselle Garel !» La marquise m'accueillit dans un petit salon baigné de lumière matinale. Ponctuelle, j'aime cela. Venez, je vais vous montrer votre atelier. Elle me fit traverser plusieurs pièces avant d'ouvrir une porte sur une chambre spacieuse qui donnait sur les jardins. La pièce avait été transformée en atelier de couture. Table de travail, mannequins, armoires remplies de tissus précieux et surtout une lumière magnifique qui entrait à flots par de larges fenêtres.
C'était autrefois la chambre de ma fille, expliqua la marquise avec une pointe de mélancolie. Elle est morte en couche il y a 10 ans. Depuis, cette pièce restait fermée. Il était temps qu'elle reprenne vie. Je sentis le poids de cette confidence. Me confier l'ancienne chambre de sa fille décédée était un geste chargé de sens, presque symbolique. Madame la marquise m'honore de sa confiance, murmurai-je, ému. Montrez-moi que cette confiance n'est pas mal placée. Elle me tendit un tissu de soie d'un bleu profond. J'aimerais une robe de jour pour recevoir mes visiteurs, quelque chose d'élégant mais discret. Vous avez carte blanche pour le style. Je passai le reste de la matinée à examiner les tissus disponibles, à prendre les mesures de la marquise et à esquisser quelques modèles. Le travail m'absorbait entièrement, me faisant oublier mes appréhensions. Ici, dans cette pièce baignée de soleil, je me sentais dans mon élément. Vers midi, un domestique apporta un plateau repas, une attention qui me surprit. Dans l'atelier de Madame Fournier, nous prenions nos repas debout, rapidement, entre 2 ouvrages. Ici, on m'avait dressé une vraie table, avec nappe blanche et argenterie. C'est sur ordre de Madame la marquise, précisa le domestique, un homme d'âge mûr au visage avenant. Elle tient à ce que vous soyez bien traité. Mais je sentais dans son regard une curiosité qui n'était pas dénuée de méfiance. Les nouvelles circulaient vite dans un château, et ma promotion soudaine devait alimenter bien des conversations dans les offices. L'après-midi, alors que je travaillais paisiblement, j'entendis des voix dans le couloir. 2 femmes de chambre discutaient, sans se douter que je pouvais les entendre. « Tu as vu la nouvelle protégée de madame, celle qui s'est fait passer pour une comtesse au bal ? Quelle effronterie! On dit que le jeune marquis s'est entiché d'elle. Tu parles d'une promotion ? Chut, elle pourrait t'entendre. » Leurs pas s'éloignèrent, mais leurs paroles résonnèrent longtemps dans ma tête. Déjà, les ragots allèrent bon train. Combien de temps avant que ces rumeurs ne parviennent aux oreilles des nobles ? En fin d'après-midi, je fus convoqué dans le bureau de la marquise pour lui présenter mes premières esquisses. Elle les examina attentivement, hochant parfois la tête d'un air approbateur. « Vous avez du goût », dit-elle finalement. Ce style est exactement ce que je recherchais, élégant sans ostentation. Elle leva les yeux vers moi. « Dites-moi, Élise, puis-je vous appeler Élise ? Que pensez-vous de votre première journée ? C'est un honneur de travailler ici, Madame la marquise. Mais, j'hésitais. Mais, je sens que ma présence suscite des interrogations parmi les domestiques. La marquise soupira. C'était prévisible. Les gens n'aiment pas le changement, surtout quand ils bousculent l'ordre établi. Elle me regarda avec gravité. « Élise, puis-je compter sur votre discrétion absolue ? » « Bien sûr, madame. » « Parfait, car dans ce poste, vous allez être amené à voir et entendre des choses sensibles. Ma correspondance privée, mes rendez-vous, les affaires de famille, tout cela doit rester entre ces murs. » Je hochai la tête, mais quelque chose dans son ton me troubla. Quel secret cachait cette famille apparemment si respectable ? « Il y a autre chose, » continua-t-elle. « Désormais, vous prendrez vos repas avec les domestiques de confiance, pas avec la valetaille ordinaire. Cela évitera les mauvaises influences. » Cette distinction me mit mal à l'aise. Elle creusait encore le fossé entre moi et les autres employés du château. En sortant de cet entretien, je croisai Louis-Henri dans l'escalier principal. Il descendait des appartements de son père, l'air soucieux. En me voyant, son visage s'éclaira. « Mademoiselle Élise, comment s'est passée votre première journée ? » « Très bien, monseigneur. Votre mère est d'une grande bonté. Ma mère a l'œil pour reconnaître la valeur des gens. » Il s'arrêta et me regarda attentivement. « J'espère que certaines personnes ne vous compliquent pas la tâche. Les domestiques ont besoin de temps pour s'habituer à ma présence. C'est normal. Ce n'est pas aux domestiques que je pensais. » Son expression se durcit. « Claire de Rosny est venue rendre visite à ma mère ce matin, officiellement pour s'excuser des événements du bal. » Mon sang se glaça. Et officieusement, je pense qu'elle venait aux nouvelles, savoir qui vous étiez vraiment, pourquoi nous vous avions engagé. Il marqua une pause. « Méfiez-vous d'elle, Élise. Claire est intelligente et rancunière. Elle n'a pas digéré l'humiliation de l'autre soir. Que puis-je craindre d'elle? Je ne suis qu'une couturière. » « Vous n'êtes plus une simple couturière.
Vous êtes sous la protection de ma famille. Cela fait de vous une cible potentielle. Il posa brièvement sa main sur mon bras. Soyez prudente, et si elle tente quoi que ce soit, prévenez-moi immédiatement. Ces paroles m'accompagnèrent durant tout le trajet de retour. En traversant les jardins, je ne pus m'empêcher de jeter des coups d'œil derrière moi, comme si Claire de Rosny pouvait surgir des bosquets. Le soir venu, je retrouvai Marguerite dans un état d'agitation inhabituel. Elle m'attendait avec une bouteille de vin à moitié vide et un sourire mauvais. « Alors, ma princesse, on fait maintenant partie de la haute ?» J'ai simplement changé d'employeur, tante Marguerite. « Changer d'employeur ?» Elle ricana. « C'est pas ce qu'on raconte en ville. On dit que tu as tapé dans l'œil du jeune marquis, que tu vas bientôt nous faire l'honneur de devenir marquise. Ce sont des sottises. » Vraiment ? Ses petits yeux brillaient de méchanceté. Alors explique-moi pourquoi Claire de Rosny est venue me voir aujourd'hui. Mon sang se figea. Quoi ? Oh oui, ma petite, la comtesse en personne, dans notre taudis. Marguerite savourait ma terreur. Elle voulait tout savoir sur toi. Ton enfance, ton père, tes fréquentations. Qu'est-ce que vous lui avez dit ? La vérité, que tu es la bâtarde d'un soldat mort et d'une traînée qui filait le lin, que tu as grandi dans la crasse et que tu ne vaux pas mieux que moi. Les mots me frappèrent comme autant de gifles. Marguerite avait donné à Claire exactement les armes qu'elle cherchait pour me nuire. Mais elle m'a donné ça pour ma peine. Marguerite agita quelques pièces d'or. De quoi boire pendant des semaines. Ta bienfaitrice a le cœur sur la main. Je compris alors l'ampleur du piège qui se refermait sur moi. Claire de Rosny avait acheté les secrets de mon passé. Elle savait maintenant tout ce qu'il fallait savoir pour m'anéantir socialement. Et le pire, c'est que ma propre tante avait été l'instrument de ma perte. Cette nuit-là, je ne dormis pas. Les paroles de Louis-Henri résonnaient dans ma tête. Méfiez-vous d'elle. Mais comment se méfier d'un ennemi qui vous connaît mieux que vous ne vous connaissez vous-même ? Le lendemain allait apporter son lot de révélations. Car au château, rien n'était jamais ce qu'il paraissait être. Les jours suivants s'écoulèrent dans une paix trompeuse. Je m'installais dans mes nouvelles fonctions avec une facilité qui me surprit moi-même. La marquise se révélait être une employeuse exigeante mais juste, et son goût sûr me poussait à donner le meilleur de moi-même. Sous ses conseils avisés, mes créations gagnaient en raffinement et en élégance. Mais cette tranquillité apparente ne me trompait pas. Je sentais peser sur moi des regards hostiles, des chuchotements dans les couloirs, des sourires faux qui ne présageaient rien de bon. Les domestiques me traitaient avec une politesse glacée qui valait tous les mépris. C'est au bout d'une semaine que tout bascula. Ce matin-là, la marquise me convoqua plus tôt que d'habitude dans ses appartements privés. Elle m'accueillit dans son petit bureau personnel, une pièce que je n'avais encore jamais vue. Les murs étaient couverts de portraits de famille et d'une impressionnante bibliothèque. Sur le secrétaire d'acajou, des piles de correspondances attendaient d'être triées. « Élise, dit-elle sans préambule, j'ai besoin de vous pour une tâche particulière. » Son ton me mit immédiatement en alerte. « Bien sûr, madame la marquise. Comme vous le savez, mon épouse est souffrant depuis plusieurs mois. Ses affaires ont été négligées. J'ai entrepris de remettre de l'ordre dans ses papiers, mais c'est un travail considérable. » Elle me désigna plusieurs coffres de bois sombre. « J'aimerais que vous m'aidiez à classer sa correspondance. Vous savez lire et écrire, n'est-ce pas ? » ?»« Oui, madame. Ma mère m'a appris avant de mourir. »« Parfait. Il s'agit simplement de trier les lettres par date et par expéditeur. Rien de compliqué, mais qui demande de la méthode. » Elle me laissa seule avec les coffres, après m'avoir expliqué le système de classement qu'elle souhaitait. Je m'attelai à la tâche avec application, découvrant une correspondance étendue qui témoignait de l'importance sociale et économique de la famille d'Aubigny. Au début, il ne s'agissait que de lettres banales, affaires commerciales, invitations mondaines, rapports de régisseurs. Mais au fur et à mesure que je progressais dans mon tri, certains documents attirèrent mon attention. D'abord, une série de lettres d'un notaire parisien, maître Beaumont, qui évoquait l'affaire du dot de mademoiselle de Clermont. Puis d'autres courriers, de plus en plus pressants, réclamant des explications sur la disparition de certaines sommes. Mon cœur se mit à battre plus vite. Mademoiselle de Clermont, ce nom me disait quelque chose. Où l'avais-je entendu ?
Je continuais ma lecture, de plus en plus troublé. Les lettres racontaient l'histoire d'une jeune héritière, Louise de Clermont, qui avait été fiancée au défunt frère aîné de Louis-Henri. Elle était morte dans un accident de voiture avant le mariage, mais sa dot, une somme considérable, avait déjà été versée à la famille d'Aubigny. Or, selon les lettres du notaire, cette dot n'avait jamais été restituée aux héritiers légitimes de la jeune fille, contrairement à ce qu'exigeait le contrat de mariage en cas de décès de l'un des fiancés avant les noces. Pire encore, d'autres documents révélaient que le marquis avait utilisé cet argent pour couvrir ses dettes de jeu et ses investissements hasardeux. La fortune des d'Aubigny, réputée considérable, reposait en partie sur cette appropriation illégale. « Dieu du ciel !» murmurai-je en découvrant une liasse de faux reçus destinés à masquer les malversations. « Intéressant, n'est-ce pas ?» La voix me fit sursauter. Je me retournai pour voir Claire de Rosny, qui venait d'entrer silencieusement dans le bureau. Vêtue d'une robe de velours vert sombre, elle paraissait encore plus belle et plus dangereuse que d'habitude. « Madame la comtesse !» Je me levai précipitamment, tentant de dissimuler les papiers compromettants. « Je ne vous avais pas entendu ?» Bien sûr que non. J'ai appris à me déplacer sans bruit dans cette maison. Elle s'approcha de moi, avec cette grâce féline qui la caractérisait. Tu travailles sur les archives du marquis, à ce que je vois. Je ne fais que classer la correspondance, comme madame la marquise me l'a demandé. Vraiment ? Son sourire était celui d'un prédateur. Et que penses-tu de ce que tu lis ? Je tentais de prendre un air innocent. Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Allons, allons, petite couturière, ne me prends pas pour une sotte. Elle se pencha et ramassa l'une des lettres que j'avais tenté de cacher. L'affaire de la dot de Louise de Clermont. Fascinant, n'est-ce pas? Mon sang se glaça. Comment savez-vous? Comment je sais quoi? Que le vieux marquis a volé l'héritage d'une orpheline? Que la fortune des d'Aubigny repose sur une escroquerie? Elle rit doucement. Ma chère Élise, je le sais depuis des années. Alors pourquoi je n'ai rien dit? Parce que ces informations valent de l'or et qu'il faut savoir attendre le bon moment pour s'en servir. Elle me regarda avec une satisfaction cruelle. Ce moment est arrivé. Je reculai, épouvanté par ce que j'entrevoyais. Que voulez-vous? Très simple. Tu vas continuer ton petit travail de classement. Tu vas rassembler tous les documents compromettants que tu pourras trouver. Et tu vas me les remettre. Jamais! Ces gens m'ont donné leur confiance. Ces gens, répéta-t-elle avec dédain, t'ont engagé pour te surveiller, petite sotte. Tu crois vraiment que c'est un hasard si on t'a confié l'accès aux archives familiales? Cette révélation me frappa comme un coup de poignard. Que voulez-vous dire? Je veux dire que la marquise soupçonne l'existence de documents compromettants dans les papiers de son mari. Elle t'a engagé pour les découvrir et les détruire discrètement. Son sourire s'élargit. Mais toi, tu vas faire exactement le contraire. Tu vas me les donner. Et si je refuse? Oh, ma chère Élise. Elle tira de son réticule une liasse de papier. Alors tout Beaulieu apprendra qui tu es vraiment. Ton père n'était pas seulement un simple soldat, vois-tu. C'était un déserteur, recherché pour vol et agression. Ta mère n'était pas une honnête filandière, mais une fille de mauvaise vie qui vendait ses charmes dans les cabarets. Je vacillais. C'est faux. Vraiment? J'ai ici des témoignages, des documents officiels. Ta tante Marguerite a été très bavarde, moyennant finance. Elle agita les papiers sous mon nez. Imagine la réaction de Louis-Henri quand il apprendra qu'il a compromis sa réputation pour la fille d'un déserteur et d'une catin. Les mots me frappaient comme autant de coups de fouet. Vraie ou fausse, cette révélation me détruirait aux yeux de tous. Vous êtes diabolique, murmurai-je. Je suis réaliste. Dans ce monde, ma chère, il n'y a que les prédateurs et les proies. À toi de choisir ton camp. Elle se dirigea vers la porte, puis se retourna. Tu as 3 jours pour me remettre les documents. Sinon, ta petite histoire d'amour avec le marquis se terminera aussi brutalement qu'elle a commencé. Elle sortit, me laissant seul avec mes archives et mon désespoir. Autour de moi, les papiers témoignaient des mensonges et des malversations d'une famille que j'avais appris à respecter. Mais Claire de Rosny venait de me prouver que je pouvais être encore plus manipulé et exploité que je ne l'avais jamais été. J'étais prise entre 2 feux,
trahir la confiance de mes bienfaiteurs ou accepter ma propre destruction sociale. Dans les deux cas, je perdais tout. Mais peut-être y avait-il une troisième voie, une voie que Claire n'avait pas envisagée. Je rassemblais les documents les plus compromettants et les glissais dans mon corsage. Il était temps d'aller trouver Louis-Henri et de lui dire la vérité, toute la vérité, quitte à tout perdre, autant que ce soit en gardant mon honneur intact. Je trouvai Louis-Henri dans la bibliothèque du château, penché sur des registres comptables. La lumière dorée de la fin d'après-midi filtrait à travers les hautes fenêtres, auréolant sa silhouette d'une douceur trompeuse, car ce que j'avais à lui révéler allait briser cette sérénité apparente. « Mademoiselle Élise !» Il leva la tête en m'entendant entrer, et son visage s'illumina d'un sourire qui me serra le cœur. « Que me vaut cette visite ? Monseigneur, il faut que je vous parle. C'est très important. » Quelque chose dans mon ton dut l'alerter car son expression se fit plus grave. Il ferma ses registres et m'invita à m'asseoir dans l'un des fauteuils de cuir qui flanquaient la cheminée. « Je vous écoute. » Où commencer? Comment lui annoncer que sa famille était bâtie sur une escroquerie, que sa mère m'avait peut-être engagé pour dissimuler des preuves, que Claire de Rosny me faisait chanter? Ce matin, votre mère m'a confié le classement des archives de monsieur votre père, commençai-je prudemment. Oui, elle m'en a parlé, un travail considérable paraît-il. Monseigneur, je pris une profonde inspiration. J'ai découvert des documents qui posent problème. Louis-Henri se pencha vers moi, attentif. Quel genre de problème? Il s'agit de l'affaire de mademoiselle Louise de Clermont. L'effet fut immédiat. Le visage de Louis-Henri se ferma, et ses mains se crispèrent sur les accoudoirs de son fauteuil. Louise de Clermont, répéta-t-il lentement. Ce nom, je ne l'ai pas entendu depuis des années. Vous la connaissiez? Elle devait épouser mon frère aîné, Charles. Il est mort à la guerre quelques mois avant leur mariage. Elle-même est décédée peu après dans un accident. Il me regarda avec gravité. « Pourquoi me parlez-vous d'elle ?» J'ôtai de mon corsage les documents que j'avais cachés et les lui tendis. « Parce que sa dot n'a jamais été restituée à sa famille et que votre père a utilisé cet argent pour couvrir ses dettes. » Louis-Henri prit les papiers avec des mains qui tremblaient légèrement. Je le regardai les parcourir, son visage passant de la surprise à l'incrédulité, puis à l'horreur. « Ah, mon Dieu !» murmura-t-il après un long silence. « C'est donc cela, monseigneur? Les dettes, les créanciers, qui se faisaient de plus en plus pressants ces dernières années. Je me demandais comment mon père faisait face à nos difficultés financières. » Il releva la tête vers moi et je vis dans ses yeux une douleur profonde. « Il a volé une orpheline pour sauver notre rang. Monseigneur, je suis désolé d'être porteuse de ces nouvelles. »« Non !» Il se leva brusquement et se dirigea vers la fenêtre. « Vous avez bien fait de me prévenir, il fallait que je sache. » Il resta silencieux un moment, contemplant les jardins. Ma mère est-elle au courant? C'était la question que je redoutais. Je ne sais pas. Mais Claire de Rosny, elle, le sait. Louis-Henri se retourna vivement. Claire? Comment est-ce possible? Elle m'a surprise en train de lire ses documents. Elle connaît toute l'affaire depuis des années, apparemment. Je pris mon courage à deux mains. Et elle me fait chanter. Comment cela? Elle veut que je lui remette tous les documents compromettants. En échange, elle garde le silence sur mon passé. Votre passé? Louis-Henri fronça les sourcils. Qu'y a-t-il à cacher dans votre passé? C'était le moment le plus difficile. Je lui racontai tout. Les révélations de Claire sur mon père déserteur, sur ma mère prostituée, sur les témoignages achetés à Marguerite. Vraies ou fausses, ces accusations suffiraient à me détruire socialement. Louis-Henri m'écouta sans m'interrompre, son visage exprimant une colère grandissante. Quand j'eus terminé, il était livide. « Cette femme est un monstre, » dit-il d'une voix blanche. « Utilisez des mensonges pour vous faire chanter. Monseigneur, vous ne comprenez pas. Même si ce sont des mensonges, ils paraîtront vraisemblables. Une fille de ma condition... Les gens croiront facilement le pire. Et vous croyez ces accusations? La question me surprit. Je ne sais pas. Ma mère ne m'a jamais parlé de mon père. Et Marguerite, ma voix se brisa. Marguerite me hait assez pour dire n'importe quoi moyennant argent. Louis-Henri s'approcha de moi et prit mes mains dans les siennes. Ses paumes étaient chaudes, rassurantes. Élise, écoutez-moi bien.
Même si tout ce que raconte Claire était vrai, ce dont je doute fort, cela ne changerait rien à ce que vous êtes. Vous resteriez la femme courageuse qui a eu la force de me révéler la vérité sur ma famille au risque de tout perdre. Ces paroles me touchèrent plus que je ne l'aurais cru possible. Mais votre réputation, ma réputation, il eut un rire amer. Elle est déjà compromise par les malversations de mon père. Quand cette affaire éclatera, et elle éclatera forcément, nous serons ruinés et déshonorés. Il doit y avoir une solution. Laquelle? Payer la famille de Louise de Clermont? Avec quel argent? Nous n'avons plus rien. Il se dirigea vers son bureau et en sortit un registre. Tenez, regardez vous-même. Nos terres sont hypothéquées, nos revenus insuffisants, nos dettes colossales. Sans l'argent volé à cette pauvre fille, nous aurions fait faillite depuis longtemps. Le registre révélait effectivement une situation financière catastrophique. Les d'Aubigny vivaient sur les apparences. Maintenant un train de vie princier grâce à de l'argent qui ne leur appartenait pas. « Que comptez-vous faire » demandai-je. « Ce que j'aurais dû faire depuis longtemps, dire la vérité. Avouer publiquement les malversations de mon père, restituer ce qui peut l'être et accepter les conséquences. Mais cela signifie... Cela signifie la ruine, l'exil, peut-être la prison. » Son sourire était triste mais déterminé. « Mais au moins, nous retrouverons notre honneur. Et Claire de Rosny, elle ne se contentera pas de votre aveu, elle voudra aussi ma perte. » Louis-Henri réfléchit un moment, puis son expression se durcit. « Claire a fait une erreur en vous menaçant. Elle vient de me révéler sa vraie nature, et j'ai peut-être un moyen de la contrer. » De lequel? Elle cherche à m'épouser pour devenir marquise, mais si j'épouse une autre... Mon cœur s'arrêta. Une autre? Il me regarda droit dans les yeux, et j'y lus une détermination qui me bouleversa. Élise Garel, accepteriez-vous de devenir ma femme? Le monde sembla s'arrêter autour de moi. Le marquis Louis-Henri d'Aubigny, héritier d'une des plus anciennes familles de France, venait de demander en mariage une simple couturière. « Monseigneur, c'est impossible. » « Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas noble? Parce que vous n'avez pas de dot ?» Il sourit. « Ma chère Élise, dans quelques jours, moi-même je ne serai plus noble et je n'aurai plus de fortune. Nous serons égaux dans l'adversité. Mais vous ne me connaissez même pas vraiment. Je vous connais suffisamment pour savoir que vous êtes la femme la plus courageuse et la plus honnête que j'ai jamais rencontrée. Et cela me suffit. » Il s'agenouilla devant moi, prenant mes mains dans les siennes. « Élise, voulez-vous affronter l'avenir à mes côtés? Voulez-vous m'aider à racheter les fautes de ma famille ?» Les larmes coulaient sur mes joues. Comment avais-je pu tomber amoureuse de cet homme en si peu de temps? Car c'était cela, je le réalisais maintenant. J'étais amoureuse de Louis-Henri d'Aubigny, de sa noblesse de cœur plus que de sang, de sa droiture, de son courage. « Oui, » murmurai-je, « oui, je le veux. » Il se releva et me prit dans ses bras. Pour la première fois de ma vie, je me sentais à ma place. Peu importaient les épreuves qui nous attendaient, nous les affronterions ensemble. Mais d'abord, il fallait neutraliser Claire de Rosny. Et pour cela, Louis-Henri avait un plan. Le plan de Louis-Henri était audacieux et risqué. Le lendemain matin, il convoqua Claire de Rosny au château sous prétexte de discuter d'un projet de mariage. La comtesse arriva rayonnante, persuadée que ses machinations avaient enfin porté leurs fruits. Je l'observais depuis une galerie supérieure, cachée derrière une tapisserie. Louis-Henri l'avait voulu ainsi. J'étais témoin de ce qui allait se jouer, prêt à intervenir si nécessaire. Claire était resplendissante dans une robe de soie dorée qui mettait en valeur sa beauté blonde. Elle avait soigné sa mise avec un art consommé, espérant sans doute sceller définitivement son triomphe. En la voyant évoluer avec cette grâce hautaine qui la caractérisait, je compris pourquoi tant d'hommes étaient tombés sous son charme. « Ma chère Claire, » dit Louis-Henri en s'inclinant courtoisement, « merci d'avoir répondu si promptement à mon invitation. » « Cher Louis-Henri, » elle lui tendit sa main qu'il baisa avec une galanterie parfaite. « J'avoue que votre message m'a intrigué. Vous parliez d'un projet qui nous concernait tous les deux? En effet. Voulez-vous que nous nous installions dans le petit salon? Nous y serons plus à l'aise pour discuter. » Ils se dirigèrent vers le salon privé de Louis-Henri, une pièce élégante aux boiseries claires où trônait un magnifique clavecin.
Claire s'installa gracieusement dans un fauteuil de soie bleue, arrangeant les plis de sa robe avec un art consommé. « Je vous écoute », dit-elle avec ce sourire confident qui ne présageait rien de bon. Louis-Henri prit place en face d'elle, adoptant cette attitude détendue qu'il avait apprise à Versailles. Mais je voyais la tension dans ses épaules, la façon dont ses mains se crispaient presque imperceptiblement. « Claire, nous nous connaissons depuis l'enfance. Nos familles ont toujours entretenu des relations privilégiées. Il est donc naturel que j'envisage notre avenir commun. » Le visage de Claire s'illumina. « Enfin, je me demandais quand vous vous décideriez à aborder ce sujet. J'ai longuement réfléchi à ce qui serait le mieux pour nos deux maisons, et j'en suis arrivé à une conclusion qui pourrait vous surprendre. » « Vraiment ?» Claire se pencha légèrement, suspendue à ses lèvres. « Oui, j'ai décidé de ne pas vous épouser. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Claire cligna des yeux comme si elle n'avait pas bien entendu. « Je ne comprends pas. Vous disiez que... » « J'ai dit que j'envisageais notre avenir commun. Et cet avenir, c'est celui de deux familles alliées, mais pas unies par le mariage. » Claire se redressa, et je vis son masque de douceur commencer à se fissurer. « Puis-je savoir pourquoi ? Parce que j'ai découvert certaines choses sur votre caractère qui me font hésiter. » Louis-Henri se leva et se dirigea vers la fenêtre. « Par exemple, votre tendance à manipuler les gens pour arriver à vos fins. Je ne vois pas de quoi vous parlez. » « Vraiment ?» Il se retourna et la fixa droit dans les yeux. « L'humiliation que vous avez fait subir à mademoiselle Garel lors du bal ne vous rappelle rien ?» Claire pâlit légèrement, mais garda contenance. Cette fille a eu ce qu'elle méritait. Elle nous a trompés après tout. Après que vous l'ayez forcée à le faire. La voix de Louis-Henri se durcit. Vous avez orchestré cette mascarade dans le seul but de la ridiculiser publiquement. Et alors ? Le masque de Claire tombait définitivement. Elle n'est rien, une simple couturière qui ne méritait même pas qu'on s'intéresse à elle. Détrompez-vous, elle mérite au contraire toute mon attention. Claire se leva d'un bond, comprenant enfin où cette conversation menait. Vous ne pouvez pas être sérieux. Cette roturière, cette femme remarquable. Oui, vous perdez la raison. La voix de Claire montait dangereusement. Votre rang, votre famille, votre avenir, tout cela pour une bâtarde sans nom ni fortune. Justement, parlons de ma famille. Louis-Henri alla ouvrir un secrétaire et en sortit les documents que j'avais découverts. Puisque vous semblez si bien connaître nos affaires, Claire regarda les papiers et blêmit. Où avez-vous trouvé cela? Peu importe. Ce qui compte, c'est que vous les connaissiez déjà. Depuis quand savez-vous que mon père a détourné la dot de Louise de Clermont? Je ne sais pas de quoi vous parlez. Allons, Claire, cessez cette comédie. Vous l'avez dit vous-même à mademoiselle Garel. Vous le savez depuis des années. Prise au piège, Claire abandonna toute prétence. Et alors, croyez-vous être la seule famille à avoir quelque irrégularité dans sa comptabilité? La différence, c'est que j'ai l'intention d'assumer les erreurs de mon père, de tout avouer publiquement et de restituer ce qui peut l'être. Vous êtes fou, cela signifie la ruine? Peut-être, mais au moins, nous retrouverons notre honneur. Claire le regarda avec une incrédulité mêlée de mépris. L'honneur. Vous parlez d'honneur, mais l'honneur ne nourrit pas son homme. L'honneur ne maintient pas son rang. Non, mais il permet de se regarder dans un miroir sans avoir honte. Ah, quelle naïveté! Claire arpentait maintenant le salon comme une lionne en cage. Vous croyez vraiment que vos beaux sentiments vous protégeront? Que votre chère couturière vous suivra quand vous n'aurez plus rien à lui offrir? Je ne lui offre pas une fortune, Claire. Je lui offre mon cœur, et elle a eu la générosité de l'accepter. La révélation frappa Claire comme un coup de fouet. Vous l'épousez? Dès que les bans auront été publiés. Jamais! Claire était maintenant hors d'elle. Je ne le permettrai pas. Cette fille va détruire votre famille, votre nom. Ma famille s'est détruite elle-même par ses mensonges. Élise, au contraire, va m'aider à la rebâtir sur des bases solides. Élise! Le prénom claqua comme une gifle. Vous appelez cette roturière par son prénom, comme c'est touchant. Je l'appelle par son prénom parce qu'elle va devenir ma femme, et qu'elle mérite tout mon respect. Claire le regarda un long moment, et je vis dans ses yeux toute la haine qu'elle était capable de nourrir. Très bien, dit-elle finalement d'une voix glaciale.
Puisque vous refusez d'entendre raison, vous allez en subir les conséquences. Quelles conséquences? Vous croyez que je vais laisser cette créature ruiner mes plans? Son sourire était terrifiant. J'ai des moyens de pression que vous n'imaginez même pas. Vous voulez parler de vos prétendues révélations sur le passé d'Élise, entre autres, mais j'ai bien d'autres cordes à mon arc. Elle se dirigea vers la porte, puis se retourna une dernière fois. Vous avez fait le mauvais choix, Louis-Henri, et vous allez le regretter amèrement. Elle sortit en claquant la porte, me laissant seul avec mes inquiétudes. Depuis ma cachette, j'avais assisté à cette confrontation avec un mélange d'admiration et de terreur. Louis-Henri avait été magnifique de courage et de droiture, mais les menaces de Claire étaient réelles. Qu'avait-elle encore en réserve pour nous détruire? Je descendis rejoindre Louis-Henri, que je trouvais effondré dans son fauteuil. L'effort de cette confrontation l'avait visiblement épuisé. « C'est fait, dit-il simplement en me voyant. Elle sait maintenant que nous ne céderons pas à son chantage. Et maintenant, nous nous préparons à la guerre. Car Claire de Rosny ne s'avouera jamais vaincue. » Il avait raison. La véritable bataille ne faisait que commencer. Les représailles de Claire ne se firent pas attendre. Dès le lendemain de sa confrontation avec Louis-Henri, les rumeurs les plus venimeuses commencèrent à circuler dans tout Beaulieu-sur-Marne. Le bruit courait que j'étais devenue la maîtresse du jeune marquis, que j'avais ensorcelé toute la famille d'Aubigny, que je pratiquais même la sorcellerie pour arriver à mes fins. Plus grave encore, des lettres anonymes furent envoyées aux principales familles nobles de la région, révélant les prétendues origines scandaleuses de mon père et de ma mère. Ces accusations, vraies ou fausses, firent le tour des salons avec la rapidité de l'éclair. Louis-Henri tenta de limiter les dégâts en rendant visite aux familles les plus influentes, mais le mal était fait. La société locale était en ébullition, partagée entre ceux qui condamnaient cette mésalliance et ceux qui, par respect pour les d'Aubigny, gardaient un silence prudent. C'est dans ce climat empoisonné que la marquise douairière me convoqua dans ses appartements privés. Je m'y rendis le cœur battant, redoutant sa réaction aux révélations de ces derniers jours. Je la trouvai dans son petit salon, assise près de la cheminée, un ouvrage de broderie abandonné sur ses genoux. Elle leva vers moi des yeux fatigués qui trahissaient le poids des épreuves récentes. « Asseyez-vous, Élise, dit-elle d'une voix lasse. Nous avons beaucoup de choses à nous dire. » Je pris place en face d'elle, les mains croisées sur ma robe, tentant de masquer mon trouble. « Louis-Henri m'a tout raconté, reprit-elle. L'affaire de la dot de Louise de Clermont, les documents que vous avez découverts, le chantage de Claire, et sa demande en mariage. » Et elle marqua une pause, me scrutant attentivement. « Que pensez-vous de tout cela, mon enfant ?» La question me surprit. Je m'attendais à des reproches, voire à un renvoi immédiat. « Madame la marquise, je ne sais que dire. Tout s'est enchaîné si vite. Vous regrettez d'avoir découvert ces documents? » « Non !» Ma réponse fusa, spontanée. « Non, madame. La vérité devait être révélée. Ce n'était pas juste pour la famille de cette pauvre Louise de Clermont. » Un sourire triste étira les lèvres de la marquise. « Voilà bien la réponse que j'attendais de vous. Une réponse droite, honnête. » Elle soupira. « Élise, je dois vous avouer quelque chose. Quand je vous ai engagée, ce n'était pas seulement pour vos talents de couturière. Mon cœur se serra. Claire avait donc dit vrai. Je me doutais qu'il existait des documents compromettants dans les papiers de mon époux. Ces dernières années ont été difficiles. Il buvait beaucoup, jouait encore plus, et je craignais qu'il n'ait commis des actes répréhensibles. Vous vouliez que je les trouve? Je voulais savoir la vérité. Mais contrairement à ce que pense Claire de Rosny, mon intention n'était pas de les détruire. Elle me regarda droit dans les yeux. J'espérais trouver quelqu'un d'assez courageux pour me les révéler, afin que nous puissions réparer les erreurs du passé. Cette confession me bouleversa. Vous saviez que cela signifierait la ruine de votre famille. Mieux vaut la ruine que le déshonneur. Sa voix était ferme, résolue. Mon mari a perdu cette notion fondamentale, aveuglé par ses dettes et son orgueil, mais moi, je ne l'ai jamais oublié. Je compris alors d'où Louis-Henri tenait sa droiture morale. Cette femme, malgré son grand âge et sa condition fragile, possédait une force de caractère remarquable. « Et maintenant ?» demandai-je. « Maintenant,
Nous allons affronter les conséquences de nos actes. Louis-Henri a pris rendez-vous avec le notaire de la famille de Clermont. Nous allons leur restituer l'intégralité de la dot, avec les intérêts. Mais comment, si vos finances sont si difficiles? Nous vendrons tout ce qui peut l'être, le château, les terres, les bijoux. Elle eut un sourire amer. Il ne nous restera peut-être qu'une petite maison à la campagne et quelques rentes, mais nous aurons l'âme en paix. L'ampleur du sacrifice me laissa sans voix. Cette famille était prête à tout perdre pour racheter les fautes du passé. Et moi, osai-je demander, qu'adviendra-t-il de moi dans tout cela? Vous? La marquise sourit, et pour la première fois depuis des jours, ce sourire était chaleureux. Vous allez devenir ma belle-fille, si toutefois vous persistez dans votre intention d'épouser mon fils. Vous acceptez ce mariage? Élise, en quelques semaines, vous avez montré plus de courage et d'honnêteté que bien des nobles que je côtoie depuis des décennies. Elle se pencha vers moi. Mon fils a fait le meilleur choix possible. Je serai fier de vous avoir pour belle-fille. Des larmes de joie et de soulagement perlèrent à mes yeux. Madame la marquise, appelez-moi maman, dit-elle en me prenant les mains. Après tout, vous allez faire partie de la famille. Ce moment d'émotion fut interrompu par l'irruption d'un domestique affolé. « Madame la marquise, monseigneur vous demande de venir immédiatement au salon. Il y a un problème avec madame de Rosny. » Nous nous précipitâmes vers le salon principal, où nous trouvâmes une scène qui me glaça d'effroi. Claire était là, accompagnée de 2 hommes en uniforme que je reconnus comme étant des exemples de police. Elle rayonnait de satisfaction malveillante. Louis-Henri se tenait face à eux, le visage livide mais digne. En nous voyant arriver, il se tourna vers nous. « Mère, Élise !» Sa voix était étranglée. « Ces messieurs viennent procéder à mon arrestation. » « Votre arrestation ?» La marquise vacilla. « Mais pour quel motif ?» Ce fut Claire qui répondit, savourant chaque mot. « Pour détournement de fonds, escroquerie et abus de confiance. J'ai porté plainte au nom de la famille de Clermont, que j'ai réussi à retrouver et à convaincre de réclamer justice. »« Mais c'est impossible !» m'écriai-je. Louis-Henri n'était même pas né quand ces faits se sont produits. Peut-être, mais il en a bénéficié et a tenté de les dissimuler. Le sourire de Claire était triomphant. Et puis, il y a aussi cette autre affaire. Quelle autre affaire? Le détournement récent de fonds appartenant à la paroisse locale. Il semblerait que monseigneur le marquis ait puisé dans la caisse destinée aux pauvres pour financer ses dépenses personnelles. Cette nouvelle accusation nous frappa comme un coup de tonnerre. Louis-Henri protesta avec véhémence. « C'est faux. Je n'ai jamais touché à l'argent de la paroisse. » « Vraiment ?» Claire sortit de son réticule plusieurs documents. « Pourtant, voici votre signature sur des reçus de retrait. » Je regardai les papiers et eus un haut-le-cœur. La signature était parfaitement imitée, mais je reconnaissais l'écriture des montants. C'était celle de Claire elle-même. Elle avait fabriqué de fausses preuves. « Ces documents sont des faux !» criai-je. « Prouvez-le !» répliqua Claire avec un sourire cruel. L'un des exempts s'avança vers Louis-Henri. « Monseigneur, nous devons procéder à votre arrestation. Veuillez nous suivre. »« Attendez !» La marquise s'interposa. « Mon fils est innocent. Ces accusations sont forgées de toutes pièces. Madame la marquise, nous ne faisons qu'exécuter un mandat d'arrêt en bonne et due forme. Votre fils pourra se défendre devant la justice. » Louis-Henri se tourna vers moi, et dans ses yeux je lus plus que de l'amour, je lus une confiance absolue. « Élise, » dit-il d'une voix ferme, « je compte sur vous pour prouver mon innocence. Vous connaissez la vérité. Je vous le promets. » Les larmes coulèrent sur mes joues. « Je vous sortirai de là. » Ils l'emmenèrent sous le regard triomphant de Claire. Quand la porte se referma derrière eux, elle se tourna vers nous avec un sourire de victoire. « Et maintenant, mesdames, nous allons pouvoir discuter sérieusement, car voyez-vous, cette arrestation n'est que le début. J'ai encore bien des surprises en réserve. » La marquise et moi échangeâmes un regard. La bataille finale venait de commencer, et nous avions perdu la première manche. Mais Claire de Rosny avait sous-estimé notre détermination. Nous allions nous battre jusqu'au bout pour innocenter Louis-Henri et démasquer ses machinations. Les heures qui suivirent l'arrestation de Louis-Henri furent les plus sombres de ma vie. Claire de Rosny était repartie, nous laissant dans un état de choc et de désespoir.
Mais après les premières larmes, la colère prit le dessus. Cette femme avait poussé trop loin sa cruauté, et il était temps de lui faire payer ses crimes. Elle a fabriqué de fausses preuves, dis-je à la marquise, tandis que nous nous retrouvions dans son salon privé. J'ai reconnu son écriture sur les montants des prétendus reçus. Cela ne suffira pas à convaincre un tribunal, répondit la marquise avec amertume. Claire est trop intelligente pour laisser des preuves évidentes de sa forfaiture. Alors il faut la prendre à son propre piège. Une idée commençait à germer dans mon esprit. Madame la marquise, faites-moi confiance, j'ai peut-être un moyen de la confondre. Je passai le reste de la nuit à élaborer mon plan. Si Claire était redoutable par sa ruse, elle avait un défaut majeur, son orgueil. Et c'est sur ce défaut que j'allais m'appuyer. Le lendemain matin, j'envoyai un message à Claire, lui demandant de me retrouver dans l'ancien pavillon de musique du château, un petit bâtiment isolé au fond du parc. Dans ma lettre, je faisais mine de capituler, d'accepter ses conditions pour la libération de Louis-Henri. Elle arriva à l'heure convenue, resplendissante de victoire. Elle portait une robe de velours pourpre qui accentuait sa beauté altière, et son sourire exprimait une satisfaction cruelle. « Ah, ma chère Élise, dit-elle en pénétrant dans le pavillon, je savais bien que vous finiriez par entendre raison. Vous avez gagné, dis-je en baissant la tête. Je ne peux pas laisser Louis-Henri payer pour des crimes qu'il n'a pas commis. Évidemment, vous commencez enfin à comprendre qui mène le jeu ici. » Elle s'installa gracieusement sur un fauteuil de brocart. « Alors, quelles sont vos conditions? Je veux d'abord connaître les vôtres. Que voulez-vous exactement ?» Claire eut un rire cristallin. « C'est très simple. Vous allez quitter la région immédiatement et définitivement. Vous renoncerez à épouser Louis-Henri et vous disparaîtrez de sa vie. En échange, je retirerai mes plaintes et il sera libéré. Et si j'accepte, comment puis-je être sûr que vous tiendrez parole? Ma parole de noble vous suffit-elle » Son ton était moqueur. « Votre parole de noble ?» Je relevai la tête et la regardai droit dans les yeux. « Comme votre parole quand vous avez juré devant Dieu de ne jamais nuire à une innocente. Comme votre parole quand vous avez promis de respecter la justice. » Claire fronça les sourcils. « Que voulez-vous dire ? » « Je veux dire que vous avez fabriqué de fausses preuves contre Louis-Henri, que vous avez corrompu des témoins, que vous avez menti sous serment. Prouvez-le. » Sa voix claqua comme un fouet. « Oh, mais je peux le prouver. » Je sortis de mon corsage une feuille de papier. « Reconnaissez-vous cette écriture ?» Claire examina le document et pâlit légèrement. C'était un échantillon de son écriture que j'avais subtilement prélevé dans ses affaires lors de sa visite au château. « Cette écriture est la vôtre, continuai-je, et elle correspond exactement à celle des montants sur les faux reçus que vous avez présentés comme preuve. C'est une coïncidence. N'importe qui peut imiter une écriture. Vraiment? Alors expliquez-moi ceci. » Je sortis une seconde feuille. « Voici une lettre que vous avez écrite à votre banquier il y a 6 mois, réclamant un prêt urgent. Dans cette lettre, vous mentionnez vos difficultés financières et votre besoin pressant d'épouser un homme fortuné. » Claire se leva d'un bond. « Où avez-vous trouvé cela? Peu importe. Ce qui compte, c'est que cette lettre prouve votre motivation. Vous aviez désespérément besoin d'épouser Louis-Henri pour sa fortune. Quand il vous a rejeté, vous avez décidé de le détruire plutôt que de le perdre. Vous n'avez aucune preuve. Détrompez-vous. » Je me dirigeais vers une tenture qui dissimulait une alcôve. « Messieurs, vous pouvez sortir maintenant. » 2 hommes émergèrent de leur cachette, le notaire de la famille et le greffier du tribunal. Ils avaient assisté à toute notre conversation. « Madame de Rosny, dit le notaire d'un ton grave, nous avons entendu vos aveux. Vous venez de reconnaître implicitement avoir fabriqué de fausses preuves. » Claire était livide. « Je n'ai rien reconnu du tout. Votre silence quand mademoiselle Garel vous a accusé de corruption vaut tous les aveux, » ajouta le greffier, « et nous avons des témoins de votre tentative de chantage. En outre, dis-je en sortant une dernière pièce de mon dossier, voici le témoignage de votre propre femme de chambre. Elle atteste vous avoir vu fabriquer les faux reçus et préparer de fausses lettres de dénonciation. C'était le coup de grâce. La domestique de Claire, lassée des humiliations et des mauvais traitements qu'elle subissait, avait accepté de témoigner en échange d'une protection et d'un nouveau placement.
Claire s'effondra dans son fauteuil, comprenant enfin qu'elle était prise au piège. Toute sa superbe s'évanouit d'un coup, laissant place à une femme défaite et désespérée. « Que voulez-vous » murmura-t-elle. « La vérité, » répondis-je fermement. « Vous allez retirer immédiatement toutes vos plaintes contre Louis-Henri. Vous allez avouer publiquement avoir menti et fabriqué de fausses preuves. Et vous allez quitter la région pour ne plus jamais y revenir. Et si je refuse ? Alors nous porterons contre vous des charges de faux témoignages, corruption, chantage et diffamation. » Le notaire était impitoyable. « Vous risquez plusieurs années de prison et la confiscation de vos biens. » Claire nous regarda tour à tour, cherchant une échappatoire qui n'existait pas. Enfin, elle baissa la tête en signe de défaite. « Très bien, » dit-elle d'une voix brisée. « J'accepte vos conditions. » Le greffier sortit immédiatement des documents préparés à l'avance. En quelques minutes, Claire signa sa reddition complète. Retrait des plaintes, aveu de ses mensonges, engagement de quitter la région. Quand tout fut terminé, elle se leva et se dirigea vers la porte. Avant de sortir, elle se retourna une dernière fois vers moi. « Vous croyez avoir gagné, » dit-elle avec un reste de haine dans les yeux. « Mais vous ne savez pas ce qui vous attend. Une roturière qui épouse un noble déchu. Vous verrez comme la société vous traite. »« Peut-être, » répondis-je calmement. « Mais au moins, nous nous aimerons dans l'honneur et la vérité. C'est plus que vous n'aurez jamais. » Elle sortit sans un mot de plus, vaincue et humiliée. 2 heures plus tard, Louis-Henri était libéré. Quand il franchit les grilles du château, la marquise et moi l'attendions. Il nous prit toutes les deux dans ses bras, et pour la première fois depuis des jours, je le sentis enfin apaisé. « Comment avez-vous fait ?» demanda-t-il. « J'ai utilisé ses propres armes contre elle, » expliquai-je. « Son orgueil et sa haine l'ont perdue. »« Et maintenant ?»« Maintenant, » dit la marquise avec un sourire, « nous préparons un mariage, et nous commençons une nouvelle vie, débarrassée des mensonges du passé. » L'épreuve était terminée. Nous avions traversé la tempête, et nous en sortions plus unis que jamais. Claire de Rosny avait disparu de nos vies, emportant avec elle sa noirceur et ses machinations. Il était temps de regarder vers l'avenir. 1 an plus tard, par une matinée de printemps où les lilas embaumaient l'air tiède, je me tenais devant le petit miroir de notre modeste cottage, ajustant les derniers plis de ma robe de mariée. Ce n'était pas la somptueuse toilette qu'aurait portée une marquise, mais une création simple et élégante que j'avais confectionnée moi-même dans un satin ivoire orné de dentelles délicates. « Vous êtes radieuse, ma chère enfant, » dit la marquise douairière en entrant dans la chambre. Elle aussi avait échangé ses atours princiers contre une tenue plus modeste, mais elle gardait cette dignité naturelle qui faisait sa noblesse véritable. « Merci, maman, » murmurai-je, ému d'utiliser ce terme qui m'était devenu si cher. L'année écoulée avait été rude, mais libératrice. Fidèles à leurs promesses, Louis-Henri et sa mère avaient vendu le château et la plupart de leurs biens pour restituer intégralement la dot de Louise de Clermont à sa famille. Cette restitution avait causé un scandale considérable dans la société, mais elle avait aussi forcé l'admiration de tous les gens de bien. La famille d'Aubigny avait perdu sa fortune et son rang, mais elle avait retrouvé son honneur. Louis-Henri était redevenu monsieur d'Aubigny, un simple gentilhomme de campagne qui gagnait sa vie en gérant les terres d'un propriétaire voisin. Quant à sa mère, elle avait accepté cette déchéance sociale avec une sérénité qui témoignait de sa grandeur d'âme. Claire de Rosny avait tenu parole et quitté la région, non sans avoir tenté une dernière fois de nuire à notre réputation. Mais ces calomnies n'avaient trouvé aucun écho dans une société qui commençait à comprendre la véritable nature de cette femme. On disait qu'elle s'était installée à Paris où elle cherchait désespérément un mari fortuné pour redorer son blason. Quant à moi, j'avais continué à exercer mes talents de couturière, mais cette fois pour une clientèle qui m'appréciait autant pour ma probité que pour mon savoir-faire. Madame Fournier, touchée par mon histoire, m'avait proposé de devenir son associé dans un atelier que nous avions ouvert ensemble en ville. « Il est temps d'y aller », annonça la marquise en me tendant un bouquet de roses blanches cueillies dans notre petit jardin. « Louis-Henri vous attend à l'église et je crois qu'il brûle d'impatience. » Nous sortîmes du cottage qui était devenu notre foyer.
C'était une demeure modeste mais charmante, avec ses murs de pierre blonde et son toit de tuiles rouges, niché au cœur d'un jardin fleuri que la marquise entretenait avec amour. Rien à voir avec la magnificence du château de la Pierre Noire, mais il y régnait une paix et une harmonie que nous n'avions jamais connues dans l'ancien faste. Le trajet jusqu'à l'église du village se fit dans une carriole simple, mais j'avais l'impression de rouler dans le plus somptueux des carrosses. Les villageois nous saluaient au passage avec un respect sincère. Notre histoire avait fait le tour de la région, et beaucoup admiraient le courage dont nous avions fait preuve. L'église de Beaulieu-sur-Marne était petite et rustique, ses murs de pierre grise réchauffés par les rayons du soleil matinal. Devant le porche, Louis-Henri m'attendait dans un costume de drap noir qui lui seyait à merveille. Il était peut-être moins richement vêtu qu'au temps de sa splendeur, mais il n'avait jamais été aussi beau à mes yeux. Quand il me vit descendre de la carriole, son visage s'illumina d'un sourire qui me fit chavirer le cœur. Après toutes les épreuves que nous avions traversées, nous touchions enfin au bonheur. Mademoiselle Garel, dit-il en s'inclinant avec cette courtoisie qui ne l'avait jamais quitté. M'accordez-vous l'honneur de devenir ma femme? Monsieur d'Aubigny, répondis-je en exécutant ma plus belle révérence, c'est moi qui suis honoré. Nous entrâmes dans l'église, bras dessus, bras dessous. L'assistance était modeste. Quelques amis fidèles, Madame Fournier et ses couturières, les fermiers et métayers qui travaillaient avec Louis-Henri, et même Marguerite, qui avait retrouvé un semblant de sobriété et de dignité depuis que Claire ne l'abreuvait plus d'alcool pour la faire parler. Le père Augustin, le vieux curé de la paroisse, nous accueillit avec bienveillance. C'était lui qui, au péril de sa tranquillité, avait témoigné de l'innocence de Louis-Henri dans l'affaire des fonds prétendument détournés. « Mes chers enfants, dit-il de sa voix chevrotante mais chaleureuse, nous voici réunis en ce jour béni pour célébrer l'union de deux âmes qui ont su triompher de l'adversité par leur amour et leur courage. » La cérémonie fut simple, mais émouvante. Quand Louis-Henri prononça ses vœux, sa voix tremblait d'émotion. « Élise, vous avez transformé ma vie. Vous m'avez appris que la vraie noblesse ne réside pas dans un titre ou une fortune, mais dans la droiture du cœur. Je vous promets de vous aimer et de vous chérir, dans la richesse comme dans la pauvreté, dans la joie comme dans la peine, jusqu'à ce que la mort nous sépare. » À mon tour, je prononçai mes vœux. « Louis-Henri, vous m'avez rendu ma dignité quand tout le monde me méprisait. Vous m'avez montré qu'avec du courage, on peut surmonter toutes les épreuves. Je vous promets d'être votre épouse aimante et fidèle, de partager vos joies et vos peines, et de vous soutenir dans tous vos combats. » Quand le prêtre nous déclara unis par les liens sacrés du mariage, Louis-Henri me prit dans ses bras et m'embrassa tendrement. Dans ce baiser, il y avait toutes les promesses de l'avenir, tous les rêves que nous allions construire ensemble. La fête qui suivit fut modeste mais joyeuse. On avait dressé des tables dans le jardin du cottage et chacun avait apporté quelque chose, du pain, du vin, des fleurs, de la musique. L'atmosphère était celle d'une vraie fête de famille, chaleureuse et sincère. Au moment de la première danse, Louis-Henri me tendit la main avec la même galanterie qu'au soir mémorable du château. « Madame d'Aubigny, m'accordez-vous cette danse ?»« Avec plaisir, monsieur mon époux, » répondis-je en riant. Nous dansâmes sur l'herbe tendre du jardin, sous les regards attendris de nos invités. Cette fois, il n'y avait pas de salon doré, ni d'orchestre raffiné, juste un violonneux du village, et notre amour pour nous porter. Mais cette danse-là était 1000 fois plus belle que celle du château, car elle était authentique. Tard dans la soirée, quand les derniers invités furent partis, nous nous retrouvâmes seuls dans notre petit salon. La marquise s'était retirée dans sa chambre, nous laissant savourer nos premiers moments d'époux. « Regrettez-vous parfois votre ancienne vie ?» demandai-je à Louis-Henri, tandis que nous étions blottis l'un contre l'autre près de la cheminée. « Jamais !» répondit-il sans hésiter. « Cette vie-là était bâtie sur des mensonges, celle-ci est fondée sur la vérité et l'amour. Comment pourrais-je la regretter, même si nous ne sommes plus nobles ? Ma chérie, dit-il en me caressant tendrement les cheveux, la noblesse de sang peut se perdre en un jour, mais la noblesse de cœur, elle, est éternelle.
et vous m'avez appris que c'était la seule qui comptait vraiment. Par la fenêtre ouverte, la brise printanière apportait le parfum des roses et le chant des rossignols. Dehors, la lune éclairait doucement notre petit domaine, si différent de la splendeur passée, mais si riche en promesses d'avenir. Quelques mois plus tard, nous apprîmes que notre cottage allait s'agrandir. J'attendais un enfant. Cette nouvelle combla de joie Louis-Henri et sa mère, qui se préparaient déjà à jouer les grands-mères gâteuses. En repensant à tout le chemin parcouru depuis ce fameux soir du bal, je mesurais l'étrangeté du destin. J'étais entré dans ce château en simple couturière humiliée, et j'en étais ressorti épouse et bientôt mère. J'avais perdu une condition précaire, mais j'avais gagné l'amour et le respect. Claire de Rosny avait voulu me détruire, mais elle n'avait fait que révéler ma vraie force. En tentant de m'abaisser, elle m'avait permis de me découvrir. En voulant séparer Louis-Henri de moi, elle nous avait unis pour la vie. Le véritable triomphe n'était pas dans la vengeance, mais dans cette paix du cœur qui nous habitait désormais. Nous avions choisi la vérité plutôt que le mensonge, l'honneur plutôt que la fortune, l'amour plutôt que les convenances. Et ce choix nous avait menés vers un bonheur plus authentique que tout ce que nous aurions pu imaginer. En cette douce soirée de printemps, bercée par les battements réguliers du cœur de mon époux, je songeais que parfois il faut perdre tout ce qu'on croit posséder pour découvrir ce qu'on possède vraiment. Et ce que nous possédions, Louis-Henri et moi, aucune Claire de Rosny ne pourrait jamais nous l'enlever, car nous possédions l'essentiel, l'amour vrai, l'estime mutuelle et la certitude d'avoir choisi le bon chemin. Le reste n'était que vanité. Notre histoire avait commencé par une humiliation publique et une danse de charité. Elle se poursuivait par une danse d'amour qui durerait toute la vie.